Et rebonjour à tout le monde. Rebonjour Ellie. Bonjour. Je pense que c'est bon, on a l'air de bien t'entendre, n'hésitez pas, c'est le moment Super. si jamais il y avait le moins de soucis à nous dire. Et donc, re the full, recoucou tout le monde. Ben écoutez, on se retrouve après notre petite parenthèse sur notre petit jeu d'horreur narratif. On se retrouve pour l'interview d'Ellie, donc biographe de son état. Et je suis vraiment très content d'être ici avec vous, le chat, et aussi très content d'être avec toi, Ellie, hein, parce que tu sais que tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération, quelqu'un que je trouve très Merci. intéressant et qui vient en plus nous parler de quelque chose qui est très intéressant puisque tu viens de nous parler de ton métier, qui est la biographie. Un métier, j'en parlais encore avec un viewer il y a quelques jours en parlant de toi, qui est très mal connu, mais qui est en essor, puisqu'il y a énormément de monde, peut-être de plus en plus de monde, qui souhaite écrire une biographie pour laisser une trace. Mais tu en parleras beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Ça va être toi la vedette, hein, c'est ton interview. Donc moi, pour une fois, on va pas beaucoup m'entendre. Je ferai que te poser les questions. Mais avant de te laisser la parole, Ellie, je vais juste faire deux petits apartés. Premier petit aparté, bon, vous commencez pour certains à avoir l'habitude des podcasts littéraires sur la chaîne. Et en général, vous savez que quand j'ai une invitée, un invité, je vais être un peu moins au taquet pour vous répondre sur le chat ou pour réagir à ce que vous dites, parce que je ne vais pas couper la parole à mon invité. Je ne peux pas, je ne le veux pas, ça ne se fait pas. Donc vraiment, si jamais vous parlez, même si des gens viennent dire bonjour et que je ne réagis pas, euh, ne le prenez pas personnellement et dites bien aux gens qui arriveraient plus tard que ce n'est absolument pas contre eux, c'est contre personne. C'est juste que quand il y a quelqu'un avec moi, avec qui je discute en live, je peux moins être présent pour répondre sur le chat. Mais ce n'est contre personne, je le redis. Et deuxième petit aparté qui découle du premier, l'intérêt de ces interviews, c'est notamment de vous permettre de poser aussi vos questions aux personnes dont on fait l'interview. Donc, il est possible, si je suis pris dans l'interview, ou que vous-même vous parlez beaucoup et que le chat défile et fait remonter un petit peu trop les messages, que je ne vois pas certaines des questions que vous voudriez poser à Ellie. Ne paniquez pas, hein, rien de grave. Les modérateurs sont là. Si jamais il y a vraiment une question que vous voulez poser, n'hésitez pas à taguer un modérateur pour qu'il essaye d'attirer mon attention dessus. Et de toute façon, on fera peut-être des pauses un peu régulièrement pour voir si vous avez des questions à poser à Ellie. Du coup, Ellie, en plus des questions que j'ai prévues, il y aura peut-être des questions du chat que j'essaierai de te poser si j'arrive à les voir à temps, en temps opportun, pour pas que tu aies eu le temps de Mmh. partir sur complètement autre chose, peut-être en perdant le fil de ton idée. Et aussi ce que je voulais ajouter, et coucou Arfang, ça va Arfang? C'est que Ellie, en parlant des modérateurs, je profite de les remercier. Donc les modérateurs, vous pouvez vous adresser à Rosa Maya, Arfang aussi, et Leto, si on a la chance de le voir tout à l'heure. Et je sais que tu appréhendes un petit peu l'exercice, Ellie, parce que mais tu n'es pas vraiment familière avec Twitch. Mais comme je te disais, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai une chance incroyable d'avoir la commu que j'ai. Ils sont vraiment chill, bienveillants. Il n'y aura aucun problème, j'en suis sûr. Après, on est sur Internet, donc peut-être qu'il peut y avoir des trolls qui pointent le bout de leur nez, mais mes modérateurs donnent très bien la fessée, de façon très juste, donc on ne va pas être dérangé, je peux te le garantir. Et je redis, si tu as besoin d'une pause, t'hésites surtout pas à me le dire, il n'y a aucun problème avec ça. Ça marche. Dernière, et coucou Kala, comment vas-tu Kala? Et dernière petite chose aussi, mais on va commencer un peu à rentrer du coup dans le vif du sujet. Je dois répondre, Ellie, à une question qu'on m'a énormément posée ces dernières semaines quand je parlais de ta future interview. Je dois lever ce suspense intolérable qui est, mais Chris, comment est-ce que tu connais Ellie? Où est-ce que tu as rencontré cette dame? En fait, Ellie, ça fait quasiment 10 ans déjà, je me disais tout à l'heure, Ellie, quasiment Eh 10 oui, ans c'est ça. qu'on se connaît, Ouais, puisqu'on presque. a c'est bientôt 10 ans, c'est fou. On a partagé ensemble les bancs de la Sorbonne, puisqu'on a été dans la promotion. Et coucou Leto, bah, on a la chance de le voir. On a la chance, Ellie et moi, de s'être rencontrés sur les bancs de la Sorbonne, puisqu'on a fait le même cursus universitaire d'écrivain public. Et donc, ça fait bientôt 10 ans que je suis ton évolution professionnelle, Ellie. Et ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir de voir où tu en es aussi, puisqu'après l'obtention de notre diplôme en 2017, ça ne nous rajeunit pas. Mais bon, Mmh. on a encore du temps devant nous, j'espère. Mais en 2017, tu as créé ton entreprise après l'obtention de ce diplôme, que tu as appelé de façon très élégante l'écriviateur, formé des deux mots valises écrivain, aviateur. Bon, écrivain, je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliciter. Et aviateur, ça m'avait un peu plus surpris à l'époque, même si je trouvais ça très joli. Mais j'ai vu que tu avais expliqué que ça venait en fait d'un mot de l'ancien français qui est viateur, qui vient lui-même du latin viator, qui signifie messager. Et comme tu l'expliques très joliment sur ton site, d'ailleurs j'ai fait une commande spéciale pour Ellie aujourd'hui dans le chat. Si vous tapez point d'exclamation Ellie sans accent, vous avez accès à son site, si jamais vous voulez aller voir.
Et comme tu le disais très justement, un messager, est-ce que l'écrivain public justement son rôle principal n'est pas, de transmettre les messages, des autres personnes en fait? Donner, et en plus aussi j'adore ta tagline, Ellie, «L'écriviateur, l'écrivain qui donne des ailes à vos mots». C'est encore bravo pour cette trouvaille et j'ai envie, Ellie, de commencer cette interview par une question qui me semble fondamentale par poser les bases et qui part d'un constat. Depuis 10 ans que toi et moi, on traîne dans les milieux d'écrivains, alors que ce soit les biographes, les romanciers, les novellistes, les dramaturges, peu importe, il y a un constat que j'ai fait, c'est que les personnes, aucun professionnel va travailler exactement de la même façon qu'un voisin. Ils auront toujours des points communs. Par exemple, les biographes, vous trouverez forcément toujours des points communs entre vous, mais il va y avoir des différences dans votre pratique. Vous n'allez pas forcément faire les entretiens de la même façon. euh, Retranscrire ou concevoir, appréhender un récit de vie qu'on vous confie de la même façon. Donc, je me suis dit que n'allais pas définir moi-même en version dictionnaire Larousse la profession de biographe et que j'allais plutôt te laisser toi nous dire comment toi tu définirais ta profession et depuis combien de temps tu l'exerces. OK, alors avant de répondre à ta question, d'abord, je veux vraiment remercier tout le monde, pour l'accueil, sur, cette chouette communauté. Merci beaucoup pour ton invitation à venir parler de mon métier de biographe et effectivement, biographe, comment le définir? Ben, j'ai cherché un petit peu et je pense vraiment qu'on est, des écrivains pour les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me perçois. Je suis vraiment écrivain, privé, écrivain pour autrui. Il y a plein de noms, hein, comme tu l'as dit, il y a Prête Plume, Nègre pour autrui, plein de choses différentes. Mais, on est écrivain public, c'est-à-dire que, ce sont les mots des autres qui vont faire qu'on va pouvoir concevoir un récit et le biographe, c'est un terme peut-être un peu générique qui permet de dire qu'en fait, on va écrire bio, c'est la vie, graphe, c'est l'écrit. On va écrire une vie, mais bon, je pourrais me raccrocher aux mots que Boris Dupuis, un de mes collègues, a écrit sur le site, de Biographicus. En fait, on est vraiment là pour, retransmettre un récit. Donc moi, dans mes devis, dans mes propositions, je vais toujours aller parler de récit de vie plutôt que de biographie. Donc biographie, ça va être un terme générique, mais vraiment ce que je fais, c'est du récit de vie. J'écris ce que les autres me racontent et je fais en sorte que ce soit lu, que ça puisse être lu comme une histoire. Mais, vraiment c'est d'abord ce qu'on m'a raconté qui fait que je vais pouvoir moi écrire une histoire. Voilà. Merci beaucoup, Ellie. Et du coup, ça fait depuis combien de temps exerces-tu cette profession? Alors, moi j'ai commencé en 2017, hein, quand j'ai créé mon entreprise. Après la biographie au départ, c'était pas vraiment, dans un sujet, enfin, tu sais dans ce qu'on a travaillé à la Sorbonne, il y avait vraiment des champs très différents, hein. On a été sur des ateliers d'écriture, sur de la permanence, écrivain public, on a brossé pas mal de champs et la biographie faisait partie des différentes choses qu'on pouvait, sur lesquelles on pouvait intervenir. Mais c'était pas forcément mon cœur de bataille, j'avais pas forcément envie de faire ça au départ et c'est, ben, de fil en aiguille, en fait et des rencontres qui ont fait que j'ai commencé à travailler ça et à me rapprocher de quelque chose qui me plaisait finalement beaucoup parce qu'on est dans une relation assez, de proximité, quoi. Donc là, pour moi, la première biographie, c'était 2018 et voilà donc après, il y en a eu d'autres et d'autres accompagnements aussi, voilà. Et c'est vrai que bon, dans notre cursus universitaire qu'on a fait à la Sorbonne pour être écrivain public, comme tu dis, il y avait énormément de champs possibles. Et donc, Mmh. de base, c'est intéressant de savoir que toi, tu n'étais pas spécialement attiré d'emblée par la biographie. Et c'est venu finalement au fil du temps. Tu te dirigeais vers quelque chose d'autre plutôt. Enfin, tu pensais pas forcément à ça au départ. Et finalement, aujourd'hui, enfin, tu t'épanouis dedans, en fait. Ouais. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, complètement. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la variété, donc je voulais pas me restreindre à un champ. J'avais vraiment à cœur, en fait, de pouvoir exercer tout ce qu'on nous avait proposé parce que tout me semblait hyper intéressant et d'accompagner des personnes qui sont en difficulté, dans des démarches administratives, de pouvoir être utile, en fait, à mon prochain, quoi, enfin, tout bêtement et puis, de la correction, aller sur des choses très, très, précises dans les textes, aller gratter, fouiller, choisir un mot plutôt qu'un autre, il y a des choses qui me semblaient hyper pertinentes et j'avais pas envie de me fermer des portes. Donc en fait, la biographie faisait partie, de l'ensemble, hein,
mais je voulais pas, me restreindre et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mon activité que c'était pas le même type de public et que je pouvais pas, vivre de mon activité, en étant, trop éparpillée et puis, c'était pas les mêmes publics, pas les mêmes démarches, pas les mêmes discours et c'était très, si tu veux, quand on crée une entreprise, il faut aussi avoir un public ou une cible. Enfin, je vais parler de mots un peu, un peu violents peut-être. Quand on est entrepreneur, il faut quand même qu'on fasse notre Oui, métier pour gagner de l'argent, pour manger, quoi et pour vivre. Donc du coup, voilà, il fallait que je trouve le la bonne formule pour moi qui me permette d'être, vraiment ce que j'avais envie d'être, en fait. Quelqu'un qui apporte aux autres, un savoir-faire, une compétence, mais être utile, quoi. Voilà, c'était vraiment le cœur du truc, quoi. et Donc tu voulais, bonne ferme. merci beaucoup Elie, tu voulais effectivement te sentir utile et comme tu dis, Mmh. non, ce n'est pas violent. Je trouve qu'effectivement, mais à un moment Bah, donné, la oui. réalité est ce qu'elle est aussi. Il faut parler Voilà. des oui, un chat, c'est un Mmh chat, mh. hein, donc voilà moi je enfin, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise à parler argent, mais du coup, il y a, j'aime enfin, c'est ma passion et vivre de ma passion finalement, ça il peut y avoir on imagine peut-être aussi que quand on est passionné, on peut faire, des concessions et se dire: «Bah, voilà, je peux travailler à temps perdu vu que j'aime ça, quoi», mais on peut être aussi rémunéré pour ce qu'on aime, faire, quoi, hein, donc voilà. Ouais, tout à fait. Alors, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ça serait un vaste débat et sinon, Oh oui. on va être parti pour camper là jusqu'à minuit, même si ça me déplairait absolument pas de discuter aussi longtemps avec toi, Ellie. Mais je pense à toi aussi qui, à un moment donné, aura peut-être envie de te reposer. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant aussi parce que ça me fait écho à un discours qu'on entend souvent, qui est que si tu es passionné, tu ne dois pas faire payer. Tu dois faire ça pour la Mmh, passion. Tant pis pour les factures, tu les payes avec de la passion. Mais non, ouais, c'est c'est pas ça. la Non. réalité du tout. Et effectivement, dans le cas bon là on parle en particulier des biographes, mais peu importe Mmh. le genre d'écriture, pour tous les écrivains, pour tous les auteurs, que vous soyez romancier, que vous soyez novelliste, que vous soyez dramaturge, biographe, animateur d'atelier d'écriture, à un moment donné, vous avez forcément le nerf de la guerre, toujours un peu aussi ce souci de faire vivre votre activité et de la faire perdurer. Et Mmh. si vous la rendez viable, vous pouvez vous éclater dedans, parce que sinon, au bout d'un moment, si c'est pas viable, vous devez arrêter. Donc moi je trouve pas ça violent du tout comme façon de voir les choses puisque c'est la réalité. Ah, on a déjà une question. Et alors attends, excuse-moi Elie, j'ai vu qu'il y avait un petit souci technique. Merci Rosa. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi la commande point d'exclamation Elie ne fonctionne pas. Mais du coup, Rosa se fait un plaisir de mettre le bot au chômage et a déjà donné le lien de ton site. Merci Rosa, merci beaucoup. Merci. Et donc, on a Kalala qui nous dit: «Est-ce que c'est accessible à tous, et toute la biographie, par soi-même et avec un ou une biographe comme Ellie?» Si tu veux bien répondre déjà, Alors du coup, en accompagnement, c'est comme ça que tu l'entends, pas forcément sur est-ce que tout le monde peut se former à la biographie? C'est vraiment juste, être client de biographe. C'est ça la question? il y a toujours un petit délai avec le chat, donc ne t'inquiète pas, on n'est pas dans le désert. On attend la réponse de Ah, je peux Kalala. répondre aux 2. Mais tu peux C'est pas répondre vrai. aux 2, c'est vrai. Oui, ou écrire sa biographie, dit Kalala. Alors, oui, oui, écrire sa biographie, c'est accessible à tout le monde. Après c'est, du temps. C'est qu'est-ce que tu veux investir, dans ta démarche? Parce qu'il y a effectivement le fait de pouvoir confier sa vie à quelqu'un avec, des entretiens et on va en parler sur la manière dont on fait les choses. Mais il y a aussi être accompagné. Il y a aussi une manière de faire sa propre biographie, c'est faire son autobiographie puisqu'en fait un biographe, c'est jamais qu'un écrivain qui fait de l'autobiographie pour autrui. Donc, tu peux parfaitement, toi, avoir une démarche, d'écrire ta vie et être accompagné pour, aller dans ce processus-là. Donc, c'est accessible dans ce sens-là. Après, ça dépend ce que tu veux mettre et quel est ton budget aussi. Donc, il y a tout est à regarder sur, voilà, comment faire pour, passer par, l'écriture, pour, voilà, une étape de ta vie peut-être, voilà, je sais pas. Merci et c'est vrai que bonne question, merci Kelala, parce qu'on n'y pense pas, mais on peut, soit confier le récit de sa vie à un Mmh, biographe ou on peut aussi vouloir l'écrire soi-même comme tu disais et être ouais, accompagné, ça peut aider aussi. Peut-être même on en reparlera peut-être un peu, on s'avance peut-être un peu sur les questions, Élie, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont à cœur d'écrire eux-mêmes, mais d'être c'est ça. aidés, mais ils veulent l'écrire Mmh, par eux-mêmes avec, leurs propres mots, ouais, donc complètement. ça peut s'entendre aussi, merci Élie, dit Kelala. Et tout à l'heure, on parlait des publics aussi, on en reparlera sans doute, aussi un petit peu plus tard, mais c'est vrai que la biographie, souvent on pense à un public en particulier et c'était Julien qui m'avait, demandé de te poser la question: «Est-ce que la biographie, c'est quelque chose qui est réservé aux célébrités?» Ah!
Non, pas du tout. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais, écrit pour des célébrités. Après, ça peut peut-être venir un jour, on ne sait jamais. Mais c'est pas réservé. Au contraire, il y avait un article, qui est d'une journaliste sur ce que je faisais, sur ma pratique et elle disait que je mettais en lumière, la vie extraordinaire des vies ordinaires, enfin les côtés extraordinaires des vies ordinaires. Très beau. Et je trouve qu'il y a une ouais, ouais, vraiment, je trouvais que sa formule était jolie. J'arrive pas à la redire, mais vous la trouverez, sur un des articles qu'elle a écrit. Hem, c'est vraiment ça, il y a une vraie richesse dans ce qu'on vit au quotidien, des personnes de tous âges et c'est ça, en fait, qui est à mettre en lumière, voir les différents parcours. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Quand je fais de la biographie, c'est comprendre comment une personne, comment elle a fait pour construire sa vie, pour, surmonter les soucis, des difficultés qu'elle a pu rencontrer, comment elle a noué des relations, les rencontres qu'elle a faites qui ont changé sa vie ou pas, comment on reste dans une relation X temps et finalement qu'est-ce que ça fait? Enfin, j'aime comprendre en fait les mécanismes d'une vie et arriver à mettre ça dans un livre pour que la personne puisse être finalement, heu, mise en valeur, mais aussi, qu'elle puisse se faire comprendre dans qui elle est en fait. Donc moi, c'est vraiment ce cœur de métier que j'ai, d'écrire pour, des personnes tout à fait ordinaires. Donc c'est complètement, possible de raconter, il n'y a pas besoin d'être une célébrité pour, et avoir fait des choses extraordinaires dans sa vie pour raconter. Pas du tout. Voilà et puis les livres sont à dimension variable, hein. J'ai écrit pour une dame de 70 ans un «petit livre» entre guillemets de 60 pages et puis d'un autre côté, voilà, il y avait d'autres vies qui étaient bien, 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 bien denses et qui pouvaient aller jusqu'à 200 pages, quoi. Mais voilà, ça n'ôte rien à la valeur de ce qu'elle a raconté et à donner, quoi. Je me disais finalement en tant que biographe, tu es une place extraordinaire pour observer, l'humanité et observer, Mmh. les gens, et donc peut-être que certains aussi font ça pour donner du sens à leur vie, pour comme tu disais, être compris des autres et peut-être aussi donner du sens, peut-être un moyen de se poser, de refaire le point en se confiant Ouais. aussi à quelqu'un d'extérieur qui est le biographe. Il Mmh. y a un peu de Oui, oui, ça tout à aussi? fait. Tu ressens ça aussi? Mmh. Oui, complètement. Puis c'est ce qu'on nous avait dit aussi à la Sorbonne quand on a fait cette formation sur la biographie, qu'il y avait des différents âges et donc différents types de biographies. Une personne âgée, qui a, entre 70 et 90-95 va pas avoir la même chose à transmettre ou à donner dans un livre qu'une personne qui va avoir une cinquantaine d'années ou même plus jeune, hein, parce que j'ai accompagné une jeune femme qui avait 22 ans et qui avait besoin de voilà, de transmettre quelque chose par rapport à un événement de son existence ou une personne de 50 ans qui, elle, veut faire le point ou qui finalement se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui a besoin que ce soit dit finalement et c'est pas les mêmes types d'écrits non plus. Il y a pas d'écrit type, quoi. On va accompagner la personne dans ce qu'elle a besoin et envie de dire. Oui, c'est vraiment très particulier à chaque fois et d'ailleurs, j'ai Arfang, merci Arfang qui pose une question que je trouve intéressante. As-tu déjà écrit la biographie d'une personne disparue? Non, pas encore. C'est une question intéressante. Ouais, effectivement, il y a sûrement pas mal de recherches à faire et c'est quelque chose enfin, c'est une démarche qui m'intéresserait. Mais, pour le moment, ça ne s'est pas présenté. Oui, voilà, j'ai eu une touche par rapport à un accompagnement comme ça sur une histoire avec des photos, des histoires, une famille, éventuellement à reconstituer, mais c'est pas quelque chose qui s'est présenté à moi pour le moment, quoi, D'accord, mais c'est d'écrire sur une personne disparue. mais éventuellement, du coup, ça te plairait, de pouvoir, te tenter cet exercice-là, puisqu'on disait à chaque fois c'est différent finalement, cas par cas. Même des personnes âgées vont pas forcément te t'amener à produire le même, comment dire? Le même résultat. Donc à chaque Non, fois non. finalement, il faut vous adapter, enfin en tant que biographe, vous devez vous adapter vraiment énormément tout le temps finalement, selon votre public, selon les individus aussi, que Mmh. vous avez en face de vous. Donc c'est un métier qui est très, très riche effectivement humainement, très dense aussi, on le sent et parfois qui doit pas, enfin, qui va peut-être être un peu dur émotionnellement, mais on en reviendra un petit peu plus bas. Et oui, la généalogie ne serait pas loin, exactement, Arfang, dans ce que Mmh. disait Lila. Oui, s'il faut reconstituer une famille, les arbres généalogiques auraient été de mise, peut-être, pour aider un petit peu. Et donc, du coup, est-ce qu'il t'arrive de prendre contact avec tes futurs sujets d'écriture ou c'est toujours eux qui vont venir vers toi? En règle générale, c'est eux qui viennent vers moi. J'ai sollicité une fois
sur un sujet qui me semblait intéressant, donc j'ai proposé à la personne de voilà, est-ce qu'elle avait déjà fait un livre et que j'étais intéressée pour l'accompagner, là-dedans. J'ai pas eu de retour, spécifique et puis, il se trouve qu'elle avait, elle, dans son entourage apparemment déjà quelqu'un qui était dans l'écriture, donc elle pouvait se faire accompagner. Mais oui, ça m'intéresse, d'aller sur des sujets, peut-être un peu spécifiques. Là, j'ai aussi un petit truc, enfin une petite idée de personne encore à enfin c'est plus même une entreprise parce que c'est un couple qui a monté quelque chose que j'aimerais bien, mettre en exergue. Parce que je fais pas que pour les particuliers, je me suis lancée aussi dans la biographie d'entreprise. Donc il y a des choses que j'aimerais aller, chercher, mais on en a déjà parlé. Moi, je suis, assez, sensible, à ce qui m'arrive, aux synchronicités, et au fait que, ben, ce qui arrive doit être accompagné et que voilà, je le prends comme ça vient, quoi. Oui, Voilà. tu accueilles. Finalement, tu es dans une posture d'accueil, Ouais. de ce qui vient, mais comme, quand on y pense, en tant que biographe, vous êtes aussi dans une posture, d'accueil des récits qu'on vous fait. Donc, c'est vraiment, oui, un métier humainement qui est vraiment très, très riche et c'est intéressant aussi parce que tu parles des récits d'entreprise, c'est vrai qu'on n'y parle jamais. Je me rappelle que enfin, on n'y pense jamais, pardon, quand on était, à la Sorbonne, notre professeur de biographie, donc Jacques-François, Piquet, Mmh. à qui l'on On salue. salue si jamais, oui, voilà, si jamais, il regarde, actuellement, la rediff peut-être plus tard, mais il nous en avait parlé aussi de ces formes de comment dire? De biographie-là, Mmh. mais ça reste encore plus méconnu parce que quand on pense biographie, on pense souvent biographie d'une célébrité, biographie d'un particulier, mais biographie d'entreprise, c'est encore un autre chantier puisque est-ce que tu fais la biographie de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire depuis la vie de l'entreprise, ou tu vas faire la biographie, plus dans son ensemble sur l'ensemble de sa vie, que sur les personnes de ses gérants? Tu parlais tout à l'heure du couple. Mmh. Je suppose que ça dépend aussi de ce qu'on te demande, de ce que les gens souhaitent finalement, dans leur production finale. Complètement, complètement. Ça peut être un livre anniversaire, mais ça peut être aussi une rétrospective, historique, on va dire, comme je suis en train de faire actuellement avec une entreprise, dont le fondateur était italien, immigré, il y a une centaine d'années en France. Donc, c'est aussi ça que je balaye, quoi. Mais ça dépend vraiment de la demande, de l'entreprise. Est-ce que c'est un livre qui va être transmis aux collaborateurs? Est-ce que c'est pour une image, transmettre, voilà, à des clients? Enfin, tout est possible. Donc il faut voir quelle est la demande pour pouvoir répondre, spécifiquement. Et ce que j'aime dans cette démarche-là, enfin moi, c'est toujours les hommes, hein, et les humains, hein, qui m'intéressent, hein, donc c'est d'aller voir les collaborateurs, d'aller rencontrer les personnes qui font l'entreprise. Parce qu'il y a un dirigeant, c'est lui chef d'orchestre, mais en fait, c'est quand même les personnes qui font l'entreprise, c'est ceux qui apportent leur valeur ajoutée, les savoir-faire et cetera, et c'est ça qui est super intéressant, d'aller découvrir des métiers, des pratiques, et voilà, je suis, comme tu vois, passionnée par la vie des gens, quoi. Mais mais ça tombe bien, du coup, tu n'as pas raté ta vocation, je crois, en tant que biographe, ça tombe Non, non, vraiment non. bien et alors, on voit encore à quel point on parlait de la diversité des publics, on parle aussi, Mmh. on pensait pas aussi aux entreprises, mais tu viens de nous en reparler encore à l'instant, et ce qui m'amène à penser, tout à l'heure, on disait, que, peu importe le professionnel, le corps de métier, 2 mêmes professionnels ne vont jamais vraiment travailler Mmh. totalement de la même façon. Est-ce que toi, dans ta façon, d'écrire tes biographies ou dans ton travail de biographie, tu as identifié des processus clés dans le travail que tu fais? Alors, Des étapes clés? oui, oui, mais on en parle avec les collègues biographes sur nos différentes manières de faire, aussi pour pouvoir se renouveler ou questionner ce qu'on est en train de faire et pas rester dans des pratiques qui sont répétitives et que finalement, d'autres manières, sur certains projets peuvent être intéressantes aussi à aborder. Alors moi, j'enregistre, j'ai un petit dictaphone avec moi toujours que bon, j'introduis, hein, la personne sait que les entretiens vont être enregistrés. Ça me sécurise et ça m'aide aussi, dans la réécoute parce que, alors ça me sécurise déjà parce que dans ce que je suis en train de faire, dans la relation, dans l'entretien, je peux prendre quelques notes, je prends des moments, je note à quel moment c'était, percutant et cetera. Je prends des petites notes au fur et à mesure et ça me permet, voilà, d'être plus pertinente aussi dans mes questions parce que j'interromps pas comme tu es en train de faire, j'interromps pas la personne qui est en train de parler, elle me raconte, mais par contre moi je sais que je vais avoir besoin de tel ou tel élément pour aller compléter. Quand elle me dit: «Bah, ma fille», mais qu'elle en a 3, faut quand même que je sache finalement, si au fil de ce qu'elle me raconte,
je trouve pas la bonne, que je puisse aller dire: «Mais c'était, une telle», enfin, ou voilà, que je puisse questionner. Donc, il y a toujours, voilà, être attentif à ce qui se passe. Et puis il y a la réécoute, c'est-à-dire que l'enregistrement me sert aussi pour repérer les choses que j'ai manquées. Hem, alors je suis au plus proche du discours que tient la personne pour être au plus proche de ses mots, mais il y a aussi, tout ce que je peux louper. Il y a des silences, il y a des choses qu'on entend dans le non-verbal aussi, même si on ne le voit plus, mais on entend, hein. Et donc il y a cet outil-là qui est quand même, hyper important pour moi, l'enregistrement. Tout le monde ne le fait pas, tous les biographes ne passent pas par ça. Et puis évidemment, pour moi, le carnet crayon, essentiel parce que, ben, j'ai besoin de pouvoir prendre des notes, au fur et à mesure de ce qui se passe. Pour un projet, pour me lancer un peu dans un défi, puis aussi parce que je le sentais, différemment avec cette personne-là, j'ai enregistré, mais j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Je prenais vraiment, sa parole. C'était convenu entre nous que ça ne la dérange pas trop que je sois finalement constamment presque toujours sur mon carnet. Hem, donc pour moi, c'était important pour être plus dans une forme de créativité. Donc de pouvoir réécrire directement derrière sans passer par l'enregistrement et d'essayer, une autre manière d'entrer en écriture. Et avec cette personne, c'était possible de le faire parce qu'elle avait, enfin bon, en tout cas, elle avait je sentais qu'elle allait pouvoir reprendre la main sur son écriture aussi et que c'était une manière aussi pour moi de lui redonner la main derrière. Donc j'aime aussi accompagner des projets de biographie où on fait de l'écriture à 4 mains, où on va, redonner, le goût ou peut-être, lever la crainte de passer par l'écrit, de soi-même écrire. Et sur ce projet-là, ça a très bien fonctionné. Bon, j'en étais très fière d'avoir pu écrire directement sans passer par, le mot à mot entre guillemets de la retranscription, même si maintenant je m'en libère aussi beaucoup, dans ma pratique, quoi. Le fait, d'avoir gagné, en efficacité, voilà, d'expérience, je pense. Tu parlais du processus, Oui, je parlais du hem, processus, les étapes clés, si tu as pu identifier des étapes ouais. clés qui revenaient sans arrêt de ton côté, donc Et il y a ben, le et j'ai un petit alors le dictaphone plus pratique que de recopier du Julien, effectivement. Par contre, les biographes qui font ça sans dictaphone, quelle mémoire ils doivent avoir? Ou alors ils doivent aller très vite à recopier parce que, je sais pas comment ils font. alors, peut-être qu'ils sont moins dans le parler, qu'il y a peut-être un peu p c'est un peu plus écrit, je ne sais pas, hein, parce que j'ai pas là pour moi ce sont que des hypothèses, mais j'imagine que, on est moins proche de la manière enfin, la manière de s'exprimer vraiment, dans le phrasé, la prosodie, la manière de chanter sa phrase quoi, d'être, c'est peut-être moins ça. Donc je ne sais pas. Mais par contre, ça dépend peut-être aussi de ce qui est attendu en face, hein, moi, je sais que je fais, au bout de 2 ou 3 entretiens et ça pour le coup, je m'y tiens, je n'arrive pas à lâcher ça, mais je fais donc j'ai cette partie de réécriture, hein, ce qu'on fait, c'est pas de la retranscription qu'on balance au client, hein, on réécrit derrière et au bout de 2 3 entretiens, une fois que j'ai commence à avoir un peu, le la manière dont va se dérouler le récit, où j'ai quand même les grandes lignes, enfin ça dépend des histoires, mais enfin on sait, à peu près comment conduire la chose, si on va être sur de la chronologie, de la thématique et cetera. Et bon, je propose un 1er jet pour avoir en fait, l'accord. Bon alors là peut-être il faut que je m'en détache, hein, il y en a qui sont de cette, qui disent qu'on peut faire ça, qu'on peut s'en détacher, mais moi, j'ai besoin de l'aval du client sur, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez avoir? Est-ce que c'est vraiment votre parole, assez proche ou bien est-ce que vous voulez que ce soit un peu plus travaillé? Est-ce que votre récit est au présent? Je m'y attache en fonction de la manière dont la personne me parle. Donc, est-ce que c'est ça qu'elle veut? Est-ce que c'est vraiment cette manière de faire? Pour le coup, jusqu'alors, ça s'est toujours bien passé. Mais voilà, pour moi, c'est important d'avoir cette validation au milieu et ensuite après je peux écrire. Quitte à ce qu'on ait un manuscrit définitif à la fin qu'elle va relire, qu'on va retravailler, mais au moins on est parti sur quelque chose où on est d'accord, quoi. Et Pour je moi, c'est important. Ouais, je comprends que tu aies besoin de cette validation pour être sûr Mmh. finalement de partir dans le bon sens. Et ça rejoint la question que je voulais te poser ensuite. Et je vois que Kalala raccroche aussi, me fait une transition parfaite, puisqu'il dit finalement il y a un côté historien ou anthropologue, ou en tout cas il y a une enquête. Mmh. Et
et je me disais aussi, des fois quand tu as des recherches à faire, parce que je suppose que selon ce qu'on te raconte, si on te raconte des événements un peu historiques, heu, tu dois Mmh. faire quelques recherches de ton côté, peut-être pour densifier un peu le récit ou pour peut-être, dans tes entretiens aussi, parfois, aider les personnes à se souvenir. Peut-être que si tu leur parles de certaines choses, ça va leur faire tilt et leur ramener d'autres souvenirs encore qu'elles n'avaient pas forcément, pensé à te confier, au début. Et j'ai perdu mon idée. Ça va revenir. Tu parlais Hem, des recherches, ouais, je l'anthropologie, la parlais des sociologie. recherches parce que oui, par rapport à ton idée de ton histoire de validation, où je suppose aussi que si tu as des recherches à faire parfois, peut-être tu as aussi envie, comme ça vient de toi, d'avoir, la validation aussi, voir si, ce que tu as trouvé, finalement fait bien écho, à ce qu'a ressenti, à ce qu'a vécu la personne. Est-ce que tu as Mmh. souvent des recherches à faire en fait, quand tu fais des biographies? Alors ça dépend de quel niveau de recherche on parle, parce que bon, je suis un peu perfectionniste, donc je vais aller, aussi chercher des choses qu'on me demande pas de chercher, mais aussi parce que j'ai aussi à cœur d'aller, travailler mon sujet. Alors c'est juste ce que tu dis, je vais revenir vraiment sur la partie anthropologie, sociologie, on a un métier, qui est à la jonction de plein d'autres métiers, en fait. La psychologie aussi, parce qu'on est dans une écoute, qui est une écoute, active, mais si on n'a pas d'analyse à faire, parce que c'est pas notre métier et que du coup on n'est pas du coup dedans, mais on a quand même, à faire attention à la personne avec laquelle on parle. On nous confie, régulièrement, des secrets de famille ou des traumas, des choses difficiles qu'on n'a peut-être pas encore dit à quelqu'un. Donc il y a aussi cette dimension-là. L'anthropologie, la sociologie, alors là, je pense immédiatement à un de mes collègues, niçois qui se reconnaîtra, parce que lui est à fond là-dedans et je trouve qu'on a vraiment une dimension, de 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 regard sur, ce qui nous arrive. Une personne qui est d'un milieu ouvrier et qui a finalement, une trajectoire, bon pour, changer de classe, transfuge de classe ou quoi, on a aussi cet apport à faire de d'où elle vient, et cetera, de comment elle a progressé, et qu'est-ce qu'on met en lumière et qu'est-ce qu'elle a envie aussi de transmettre ou pas de ça. Hem on a oui, oui, on a tout ça. On a aussi, le côté, journalistique parce qu'on va aller, chercher des choses, factuelles pour, rendre compte de quelque chose. Donc on n'a pas une écriture forcément journalistique, mais voilà, on a cette démarche-là et généalogiste, alors, ça c'est un petit peu mon dada, mais ça c'est lié à mon histoire familiale. Mon père était, généalogiste à ses heures, surtout à la retraite et j'ai chopé le virus, ce qui fait que je peux pas, rentrer dans une famille sans faire un arbre, en fait, je n'arrive pas, pour le coup à rentrer dans une histoire sans savoir qui est, par rapport à qui et puis il y a beaucoup d'indications dans un arbre, en fait, sur, à un moment, un trou. Pourquoi un trou? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut aller, chercher, aussi dans l'histoire de la famille et ça permet, je trouve, de resituer la personne dans son histoire familiale et ça donne beaucoup de sens à plein de niveaux. Donc, oui, oui, je fais des recherches et puis, des recherches un peu, historiques qu'on on peut m'en demander, hein. Je pense, à la première biographie que j'ai faite, la dame. Son mari était, son ex-mari, avait, été aux assises pour une affaire et assez grave et elle se souvenait, qu'il y avait eu des articles de presse, mais elle n'en avait plus trace et donc comme je savais l'année, heu, 1 ou 2 années près et le mois et bien, je suis allée aux archives départementales pour récupérer, les potentiels articles, de l'époque quoi sur ça pour qu'elle puisse remettre aussi, à ses, enfants, petits-enfants qui n'étaient pas au courant de l'histoire, des faits en fait, qui se raccrochent, voilà, à ce qu'elle avait vécu et donc ça c'était hyper intéressant d'aller chercher, les faits. Oui. Voilà.
Tu mis ton petit béret d'enquêteur, enfin d'enquêtrice et bravo Ah parce que oui, oui, ça peut et être on se très régale. minutieux en fait. Oui, voilà, faut quand tu as le virus, comme tu dis, tu dois te régaler, dans ce genre de Ouais, recherche, ça doit être ouais, ouais. incroyable aussi à vivre, au quotidien. Mmh. Donc non, c'est vraiment un côté aussi, intéressant du métier. Et tout à l'heure, alors tu as dit quelque chose, je reviens un tout petit poil en arrière. Est-ce que tu as déjà ressenti que peut-être, tu sais, parfois, je repense aussi aux cours qu'on avait à la Sorbonne et notamment aux cours d'atelier d'écriture, mais peut-être pas que, on en avait parlé dans d'autres cours aussi. Est-ce que parfois tu as l'impression que peut-être, on parlait tout à l'heure de donner du sens quand on veut faire une biographie à sa vie, être compris des autres, laisser une trace. Est-ce que peut-être certaines personnes sont aussi dans un peu une forme de thérapie, parce qu'on parlait de psychologie, c'est aussi ça qui m'a fait penser. Est-ce qu'il y a un peu peut-être une forme de thérapie? Certains ont peut-être besoin de l'écriture pour peut-être aller mieux. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de cas? Alors oui, après là, je vais y aller avec des pincettes parce que, on peut pas dire qu'une biographie est thérapeutique en soi. Après l'écriture, fait du bien et moi je vais y aller enfin, je suis pas thérapeute, donc je peux pas dire que je fais, de l'écriture thérapeutique avec mes clients. Mais il y a forcément quelque chose qui se joue, le fait de déjà de dire, ne serait-ce que de dire, quelque chose qui n'a pas encore été dit ou de verbaliser un événement, difficile et puis finalement ensuite de le voir écrit et puis qu'est-ce qu'on en fait? Il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc oui, il y a une forme de action thérapeutique quelque part, mais on n'est pas maître de ça. C'est-à-dire que je ne vais pas aller forcément le chercher. C'est la personne, le travail qu'elle fait aussi dans finalement dans sa parole qui va faire qu'il va il y a des choses qui vont se passer. Mais je fais attention avec le mot thérapeutique parce on n'a pas de on n'est pas thérapeute. Non, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le Mais rappeler que oui, un biographe n'est pas un psychologue. Mais non, mais par contre, il y a une approche qui est très intéressante. Il y a des biographes qui ont une approche qui s'appelle l'approche narrative. Et eux, utilisent une forme d'approche différente dans la biographie et ça peut être intéressant pour certains types de personnes qui ont besoin d'aller travailler certaines choses. Voilà, donc il y a des biographes qui sont, dans cette approche-là, les approches narratives. oui, effectivement, il y a, comme on disait, différentes façons de Ah oui. travailler en tant que biographe et ça doit être aussi Mmh. très intéressant. Bon, toi, apparemment, c'est pas trop ton style d'approche. T'es plus dans Je une prends autre. ce qui vient. Ouais. Ouais, tu prends, oui, c'est vrai, Donc tu es dans l'accueil. Tu prends ce qui vient. Mais donc, tu serais pas contre, par exemple, adopter ce genre d'approche toi-même si tu estimais cela nécessaire, peut-être? alors j'ai pas envie de me former aux approches narratives parce que je me sens pas, d'avoir ce regard-là après sur les personnes, d'être, dans une démarche thérapeutique. Dans je veux me garder la possibilité d'être dans d'autres formes d'écriture. Je suis intéressée, je me questionne, je vais, voilà, quand je rencontre aussi des difficultés ou des questionnements par rapport à certaines histoires qu'on m'amène, je vais aller chercher. Mais, j'ai pas forcément, envie d'aller, là-dedans. Typiquement, il y a aussi, la biographie hospitalière, il y a des biographes hospitaliers qui font un boulot, magnifique. Moi, je me sens pas d'aller, dans ce type de démarche. J'ai accompagné mon père qui était en fin de vie, j'ai accompagné une dame qui, elle aussi, est dans une maladie, une forme de maladie dégénérative. Mais, pour autant en faire ma spécificité, je ne le souhaite pas. Donc je vais aller m'interroger sur ce que ça me fait, sur ce que ça fait à la personne, la posture et cetera. Ça, je veux bien aller, professionnaliser ou aller chercher pour être au plus proche des personnes et le plus efficace possible. Mais j'ai pas envie de me renfermer dans une démarche ou une autre, en fait. Donc je vais accompagner comme un biographe hospitalier peut-être, encore que je n'ai pas la formation, voilà, donc je vais apporter des éléments, mais je vais pas aller, m'enfermer dans un type de biographie. Vraiment, je suis à l'écoute de ce qui s'amène quoi, de ce qui se profile pour moi. Ouais, Voilà. je comprends tout à fait ta position par rapport à ça. Et je cite Kalala qui nous dit: «J'imagine qu'il faut connaître ses propres limites pour accompagner». Parce qu'effectivement, bah, on est humain, on a aussi nos propres limites. Mmh. Donc, il y a peut-être des fois où des projets, et on en reparlera un petit peu après, où tu peux Mmh. te sentir moins à l'aise, par exemple, pour t'en occuper, parce que peut-être que ça va toucher quelque chose en toi de personnel, et qui ferait que tu n'es pas à l'aise et tu préféreras peut-être renvoyer vers un collègue ou quelqu'un d'autre. Et Complètement. il y a aussi, autre chose que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu gères l'équilibre du coup entre, fidélité aux faits et justement cette liberté, narrative?
Parce que tu Ah, as quand même tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant, mais je saurais jamais te redire la phrase. Pourtant, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Mais tu as dit j'ai adoré la façon dont tu l'as dit. Tu parlais notamment de bien rendre aussi les propos de quelqu'un, les respirations, le rythme des phrases. J'imagine que, oui, à chaque fois, il y a une question, de rendre fidèlement le récit de la personne et en même temps savoir rendre un écrit qui est agréable à lire. alors il y a plusieurs questions dans ta question. Alors, peut-être, sur la déjà sur la manière d'écrire, sur le côté narratif, je vais vraiment m'attacher à, comment la personne parle. C'est-à-dire que si une personne a une parole brève, qui est, très concise, qui va pas aller chercher dans les détails, qui, par exemple, ne se souvient pas des dates et que ça n'a pas d'importance pour elle. Ou enfin, bah, visiblement, puisqu'elle n'en parle pas, tu vois? Il y a des choses où je vais pas aller rajouter des trucs, alors que moi je suis quelqu'un d'extrêmement attaché à la date, au jour, à la chronologie et cetera. Mais moi je vais pas imposer cette forme-là à une dame ou une personne qui, ne qui dans sa manière d'être ou dans sa manière de raconter, ne raconte pas ça. Enfin, donc je vais aller proposer une forme qui corresponde à ce qu'elle me raconte pour que ce soit intéressant à lire et que les personnes s'y perdent pas. Mais je vais pas aller imposer, l'arrêter toutes les 30 secondes en lui demandant une date, alors que, ou une époque, si ça ne s'y prête pas. Tu as des personnes aussi qui sont assez peu dans l'émotion. Donc, quand dans ton écrit, tu vas pas être, voilà, avec des smileys partout, allez j'exagère, mais tu vois, l'idée, c'est pas d'en mettre alors qu'elle n'est pas comme ça. En revanche, il faut aussi quand même, mettre en valeur, entre guillemets, la personne. Si elle vient te chercher parce elle a à cœur de transmettre à ses enfants qu'elle a eu beaucoup d'amour pour eux, mais qu'elle n'était pas là, parce que X et Y raison, mais il faut arriver quand même à transmettre ce message-là puisque c'est pour ça qu'elle est venue. Donc, il y a aussi une manière d'accompagner cette demande-là de, ben, en fait, je les aime, mais, je suis pas une quel j'ai pas pu leur montrer, puis j'étais pas là et puis donc il y a aussi, accompagner cette demande-là aussi dans la démarche. Et une Heu, demande qui, en du coup, n'est peut-être pas toujours exprimée verbalement et que toi, en tant que biographe, tu dois réussir à cerner? Peut-être, parfois? oui, alors il y a des choses qui peuvent arriver. Au début, on te dit quelque chose, puis en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure de la biographie, c'est pas tout à fait ça. Donc ça évolue. Bon, donc il faut adapter, mais oui, oui. Je pense à une dame qui était venue me voir, et qui voulait raconter, avec ses yeux d'enfant. Donc un peu c'était un défi un peu parce que tu racontes pas de ta posture de maintenant en regardant, bah, voilà, il s'est passé ça au passé, mais tu veux te mettre dans la peau de l'enfant de 6 ans qui raconte, l'événement qu'elle a vécu à 6 ans. Ah oui, oui, c'est particulier comme exercice, C effectivement. Ouais. c'est ça, donc là, pour le coup, je suis partie sur une écriture au présent pour tout son récit et ça s'y prêtait bien et puis avec des phrases, courtes et des phrases qui étaient, Heu, finalement assez peu, il y a pas de description, il y avait que des choses qui étaient vécues parce qu'un enfant, va s'attacher peut-être enfin, après c'est ma manière de percevoir les choses. Là aussi, je pourrais parler de mon regard et de la manière dont je vois les choses et comment j'interprète et que je mets ma trace aussi, ma place, ma patte dans l'écriture, même si, j'essaye le moins possible. Mais voilà, le choix, narratif, le choix de d'écrire au présent et d'utiliser un jeu de l'enfant de 6 ans, implique aussi de comment elle est, un enfant de 6 ans, comment elle pouvait être à son époque-là et qu'est-ce qu'elle a pu, comprendre ou de ce qui s'est passé, de l'événement qu'elle est en train de nous raconter avec son âge de maintenant et qu'elle passe, qu'elle fait comme si c'était un enfant de 6 ans. Oui, il y a quelque chose à travailler aussi là-dessus. Ah oui, Voilà. c'est vraiment enfin, je trouve ça vraiment délicat dans le cas que tu cites, pour toutes les raisons que tu as évoquées, Mmh. mais c'est aussi que enfin, je trouve ça difficile dans le cas que tu cites de savoir concilier entre, ce que la personne a à cœur de transmettre, tout en restant fidèle au choix qu'elle a choisi, donc d'incarner à nouveau cette petite fille, cet enfant de 6 ans. Mmh. Sachant que l'enfant de 6 ans, comme tu dis, bah, à l'époque, il n'avait pas du tout la même vision, il comprenait pas du tout les choses de la même façon, donc à écrire, ça a dû être vraiment délicat. Oui, mais après voilà, c'est une fois que c'est écrit, elle a la possibilité de dire: «Bah, oui, c'est ça» ou «C'est pas ça» et puis de le reprendre, et puis finalement, tu viens on en vient à cette question de la vérité.
qui pour moi est une question franchement centrale dans la biographie. Hem, c'est le cœur du truc, hein, parce que les lecteurs quand ils achètent une biographie, ils partent, du principe et ça c'est Philippe Lejeune qui a travaillé ça il y a maintenant 50 ans, qui est, un universitaire, remarquable qui a fondé, l'association pour, l'autobiographie. Il parle de ce pacte autobiographique-là, ce pacte, de il faut dire enfin, la vérité est sous-tendue par le fait que c'est une biographie. Le lecteur attend ça, il sait que c'est pas du roman, que c'est passé pour de vrai et que, ben, du coup, on a obligation à la vérité dans ce qu'on est en train d'écrire. Sauf que, qu'est-ce que c'est que la vérité, d'un souvenir? Je te parle de cette dame-là, par rapport à son enfant de 6 ans. Entre son âge de maintenant et cet enfant de 6 ans, il s'est passé un laps de temps. Son souvenir, en l'occurrence, elle l'a pensé une première fois, redit une deuxième fois, troisième fois. Il y a des choses qui évoluent. Donc finalement, est-ce que ça en fait quelque chose de moins vrai dans finalement ce qu'elle a vécu? Bah, on a Heu, tous 4 heures. le Voilà. Non, non, mais En tout c'est cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment un lecteur qui achète une biographie, hein, même d'un auteur d'une personne célèbre, il s'attend à ce que ce soit vrai, ce qui est dedans. C'est la vérité, c'est écrit. Et moi, on m'attend au tournant par rapport à ça. C'est pour ça, on peut revenir sur le point de tout à l'heure sur la recherche. Je suis tenue de vérifier les noms propres, les noms de lieux, les dates. Je ne peux pas me permettre de mettre une date erronée puisqu'on va m'attendre au tournant. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est la personne, mais en l'occurrence, c'est elle à qui on va dire: «Mais non, mais attends, tu t'es trompée, c'était pas ce mariage-là, c'était le mariage d'un tel. C'est pas la bonne date en fait, ton truc, tient pas la route». Et ça, je peux pas me le permettre. Je suis coauteure, je suis là, j'ai la responsabilité aussi de l'écrit, avec mon client. Je pense à une chose, d'un accompagnement que j'avais fait à un monsieur qui avait fait, qui avait vécu en Indochine et je pense à ça parce que, il a été rapatrié, il avait une quinzaine d'années et il avait à l'époque, donc il a raconté ça dans son écrit et moi je devais aller, rajouter et reformuler son récit qui était plein de moments différents qu'il fallait tout recomposer. Et il y avait ce retour en France sur un bateau et il savait que c'était le dernier voyage de ce bateau, il n'y avait pas eu d'autres rapatriements d'Indochine après ce voyage-là. Donc il le situe, en février, d'une année et donc je me dis: «Bah, facile, j'ai le nom du bateau, je vais chercher» et donc je cherche, je trouve le bateau et en fait, non, c'était pas son dernier voyage, donc déjà un truc qui bug, donc bon, faut que je me méfie. Et puis il avait, par rapport à son rapatriement, un souvenir aussi, marquant, c'est ils étaient passés au large de l'Etna qui était en éruption. Donc, 2e, moment, ça de toute façon c'est vérifiable à 100. Donc je vais voir les éruptions de l'Etna. Et je me rends compte qu'en fait, l'année qu'il m'avait donnée n'était pas la bonne, en fait. C'était une année avant, puisque l'Etna, il était pas entré en éruption l'année suivante. C'était bien cette année-là, c'est au mois de février, effectivement, mais c'était pas la bonne année. Donc là, j'arrive avec ma trouvaille et puis, il faut qu'on voit ensemble, qu'est-ce que je fais? Comment j'en parle? Parce que ça ne correspond pas à son souvenir de ce qu'il a raconté. C'est pas tout à fait la vérité. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc il faut que je trouve la formule ou en l'occurrence on se met d'accord, ça change un petit peu derrière par rapport à son récit aussi parce qu'il est pas arrivé à 15 ans mais à 14 et du coup, ben, la chronologie des autres faits derrière, sur, l'entrée au lycée et cetera, ce qu'il a fait, c'est plus tout à fait la même chose. Donc voilà, il y a des choses que je suis tenue de vérifier pour que ça se tienne, aussi, quoi. Donc des fois, c'est des faits, historiques et des fois, c'est des faits, que je peux moins vérifier et donc il faut, essayer de trouver d'autres manières de dire les choses pour que si c'est un fait qui est, annoncé comme étant vrai, il faut que je fasse en sorte qu'on le perçoive comme ça, quoi. Ça a l'air de détails, mais heureusement que tu es allé Ben, vérifier parce que, en fait, ce que bon, je trouve intéressant, on parlait tout à l'heure de psychologie, aussi, c'est de voir à quel point parfois on est convaincu de se rappeler de quelque chose, si c'est cette date, si c'est ça et en fait, non. Enfin, le on se rend compte que le cerveau a galvaudé, la mémoire a galvaudé certains souvenirs
Mmh. Et on est tous surpris après quand quelqu'un nous met les preuves que, bah, en fait, c'est pas cette date-là, ou ça c'est pas vraiment Ouais, tel élément n'était pas vraiment là. Et j'aurais dû convier un neurologue en même temps que toi. c'est ça. Pour, ça aurait pu être super intéressant de parler un petit peu de la façon dont comme ça les années peuvent galvauder les souvenirs, enfin, Mmh. psychologues, neurologues, mais les spécialistes du cerveau et de l'esprit, puisque, encore une fois, en tant que biographe, vous êtes aux premières loges pour assister à ce genre de choses. J'imagine que parfois les biographiés doivent être très désarçonnés de se rendre compte qu'en fait ils se sont trompés. Quand on se rend compte qu'on a cru Ouais, quelque chose pendant longtemps et qu'en fait ça peut être un peu mmh. perturbant, je trouve. Mais bon, après, ça dépend évidemment du détail sur lesquels ils se sont trompés. Oui, Mais c'est ça, en l'occurrence, ouais. Ouais, ouais. donc, oui, c'est bien de Heu, vérifier les dates du coup, Julien. Ali a professionnel, de très bons réflexes, hein, comme on peut voir, hein. Pour avoir lu l'autobiographie d'un écrivain que j'affectionne particulièrement, j'ai vu 2 ou 3 erreurs. Ah! On ne dénoncera pas, Julien, on ne dénoncera pas du coup, mais bon, ça peut arriver aussi, hein. Et ouais. oui, quelle Ah est bah, oui, là oui. qui dit qu'on voit que l'intervieweur a pensé ce que c'est que d'écrire pour les autres. Écrivain public un jour, écrivain public toujours, toujours. Mais oui, après, oui, les erreurs peuvent arriver aussi. Et notamment, par exemple, si tu fais tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on t'attendrait au tournant si quelqu'un se trompait sur une date. Quand c'est pas vérifiable comme quelque chose d'historique, par exemple les éruptions du volcan l'Etna, bon, après, tu es aussi dépendant, toi, t'as pas de machine à remonter le temps, tu peux pas vraiment aller vérifier que la personne s'est mariée à telle date ou pas à telle date. Donc, Ah bah, si, tu peux. ah, tu peux? Ah oui, pardon, le mariage, si c'est vrai. Le mariage, c'est vrai. Non, mais je sais pas, par exemple, qu'il faisait de l'orage ou qu'il faisait de la pluie le jour du mariage, tu vois. C'est... Il y a aussi la mémoire de la personne qui peut jouer des Oui, oui. tours, mais qui participe à Ouais, sa tout à fait. construction finalement. La façon dont on emmagasine des souvenirs participe à notre construction aussi, je pense. Donc, c'est un autre objet d'étude intéressant dans ton métier, Élie, de biographe. Est-ce que tu as parlé, tu disais, on m'attend au tournant, est-ce que tu as déjà rencontré des réticences de la part de sujets, de biographies ou de leur famille? Alors personnellement, non. En revanche, alors j'ai une dame pour laquelle, en fait, c'est son neveu qui m'avait demandé d'écrire sa vie et ça m'a été un petit peu difficile parce que la personne l'a fait parce qu'elle voulait faire plaisir à son neveu, mais il y avait pas la même, la même implication dans le projet et j'ai trouvé ça un peu compliqué, en fait, j'avais l'impression d'extorquer des souvenirs, en fait, à une dame Oui, qui n'avait finalement rien demandé, quoi. Donc là, l'interrogatoire de pour moi, police, en fait. C'est ça? un peu difficile. Alors bon, je me rendais bien compte que ça lui faisait du bien quand même d'en parler, donc c'était pas tout à fait négatif, mais pour moi, c'était un petit peu difficile. Et l'autre chose, peut-être que pour lequel par contre là, j'avertis mes clients, mes narrateurs, mes narratrices, c'est que la réception du livre, le lectorat, va faire ce qu'il veut du livre. C'est pas parce que la personne a des attentes par rapport à ce livre, par rapport à une transmission qu'elle fait, que forcément en face, on va le réceptionner de la même manière, de cette manière-là, ou de la manière dont elle l'attend et ça, je les avertis. Je les avertis à la fois dans le sens: «Attention, parfois sur certaines choses qu'elles veulent, que le dans que pour lequel, elles s'attachent à ce que ce soit dans le livre. On dit: «Attention à la réception par rapport à votre lectorat sur telle et telle chose. Est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met pas? Est-ce que» voilà. «Est-ce qu'on le tourne différemment? Moi, je pense que ça peut être intéressant, mais voilà, vous risquez telle et telle, peut-être telle et telle réaction. Est-ce que vous êtes OK avec ça?» J'essaie de les préparer un peu et puis il y a aussi des personnes qui finalement transmettent leurs livres et qui se retrouvent avec une réception, ben, ouais, tu as écrit un bouquin quoi, voilà, ouais, aucun intérêt, enfin, où elles ne n'y attachent pas un intérêt dans l'immédiat, face à leurs proches. Après ce qu'elles en font derrière, c'est autre chose, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir, des réticences aussi des personnes, des proches à lire un livre qui finalement c'est quelque chose d'assez intime et elles ont peut-être pas forcément envie d'aller, découvrir des choses, de leurs proches. C'est trop proche pour le coup. Oui, c'est trop intime. Et vas-y. Voilà, il faut être Ouais. OK avec ça. Faut faut se dire: «OK, bah, mon livre, une fois qu'il est» comme un auteur, hein, un auteur, c'est son bébé, il le met, il met son roman sur la place, bah, en fait, les lecteurs vont faire, ce qu'ils veulent, hein, donc ça lui appartient déjà plus finalement et bah, c'est pareil pour une biographie, bah, une fois qu'on a donné sa vie, même si c'est sa vie, voilà, il y a quelque chose,
qui est lâché dans la nature, quoi. Merci Ellie, parce que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je n'y avais jamais pensé. Autant en tant que, bon, étant auteur moi-même, effectivement, si j'écris un roman, Mmh. que je le publie, je me dis que le lectorat, je n'ai aucun, comment dire, on peut pas prévoir comment le lectorat va y réagir. Ça se trouve, moi, j'y ai mis tout mon cœur et les gens vont trouver ça nul à souhait et c'est comme ça, c'est tout. Mais j'imagine qu'en plus, quand c'est un livre sur soi, sur sa vie, sa biographie, et qu'en plus on l'adresse à nos proches, forcément, il y a peut-être des fois des attentes parce que justement, c'est nos proches. Mmh. Et donc, on aimerait qu'ils en aient quelque chose à faire de ce qu'on a C'est écrit. ça. Donc, des fois, ouais, les déceptions doivent être très, très dures ou cruelles. Et je trouve ça vraiment mais bienvenu pour le coup qu'en tant que biographe, tu préviennes que potentiellement, qu'ils se préparent psychologiquement en fait, que peut-être ça n'aura pas l'effet qu'ils escomptent sur les personnes. C'est un pas Mmh. vers les personnes finalement, peut-être la biographie, mais ils peuvent pas être sûrs que ça va être reçu comme ils veulent. Et c'est vrai que ça, tu vois, je n'y avais pas du tout pensé comme ça. Donc merci à toi. Ah, Une question aussi qu'on m'avait demandé de te poser, c'est est-ce que tu saurais nous dire s'il y a, tu penses, un impact d'une biographie sur la perception d'une personne? Est-ce que mmh. la biographie peut impacter notre perception de quelqu'un? Bah, nécessairement, parce qu'on ne connaît pas tout et puis la manière peut-être aussi dont c'est amené, dont c'est rédigé permet d'appréhender la personne dans une peut-être une globalité. Oui, enfin pour moi, il y a forcément un impact, mais Et, et excuse-moi, je me suis rendu compte, pardon Arfang, j'ai oublié de te poser une question, Ellie. En parlant des réticences, excuse-moi Arfang. Est-ce que aussi au niveau des réticences, tu as déjà eu des réticences sur ton style, tournure de phrase, vocabulaire par exemple, de la part des biographiés ou des personnes qui ont reçu des proches du biographié? bah, non, ça, j'en ai pas eu. Après mon style, alors là, oui, pour le coup, on peut en reparler, c'est que mon style, c'est un style différent pour chaque biographie. Donc je enfin, j'ai envie de dire, c'est pas mon style parce que si j'écris moi, des choses qui sont, ma propre biographie, mon autobiographie ou même des récits, des choses un peu plus, créatives, on va dire, ben, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, non, pour le moment, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Et puis c'est vrai que je pense aussi. Justement Ah, vas-y, vas-y. Bah, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait que je fasse lire au bout de 2-3 entretiens le pré-manuscrit, l'ébauche de la manière dont je vais présenter enfin, écrire les choses, finalement, ça permet à la personne de dire: «Ben, ça me colle ou ça colle pas», quoi, enfin, dans mes attentes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc Finalement, grâce à la validation, peut-être qu'aussi ça t'a permis d'éviter d'avoir des déceptions aussi et que tu t'es rendu compte que bon, bah, ça roulait bien, que tu avais bien cerné la ouais. demande et que les gens étaient satisfaits et voulaient que ça parte dans ce sens-là. Peut-être et puis il y a aussi le fait que, quand même, on vient me chercher parce qu'on n'est pas en capacité soi-même de faire, donc finalement, il y a quand même une responsabilité aussi de bah, on a confiance quoi, enfin, c'est moi la professionnelle, donc on me laisse faire. Là aussi, c'est quand même, un gage de confiance et une responsabilité importante quoi. Se dire: «Bah, on est venu me voir, il faut que je fasse les choses, dans une certaine forme, dans une certaine attente quoi», donc ouais. Mais mon style, a rien à voir dans tout ça. C'est-à-dire que parfois, ça m'est arrivé qu'on me demande, «Est-ce que vous pouvez nous montrer les écrits que vous avez faits?» Bah, enfin, ça m'est arrivé d'en produire, mais maintenant je ne le fais plus parce que je dis: «Bah, non, en fait, je peux pas faire ça». Parce qu'en fait, le style que je vais adopter avec, la personne que je vais accompagner, ne sera différent de ce que vous allez lire de moi. Donc je peux vous montrer que je sais écrire, donc j'ai une petite plaquette dans laquelle j'avais fait, un petit, des extraits j'avais écrit un livre avec des souvenirs de la ville d'Oulin, justement dans le cadre de la formation à la Sorbonne et là, je m'étais un petit peu amusée, j'avais créé des formes un petit peu, différentes. Il y a une lettre écrite à une cousine, voilà, il y a un récit un petit peu drôle, il y en a un qui est écrit sous une forme, journalistique, sous forme d'article de presse. Bah, oui, je peux le faire, mais en fait, dans un récit de vie, je vais pas forcément adopter cette manière-là de faire avec, la personne que je vais accompagner. Donc, là, je fais avec une dame, un abécédaire, ah ça s'y prête pas pour tout le monde, en fait, là, ça va bien par sa manière de raconter les choses et sa vie, beh, c'est pas pour tout le monde, en fait. Donc, bon, non, je le fais plus ça maintenant de fournir des écrits, en fait. C'est,
sur ma bonne tête. Mais écoute, ta bonne tête, en tout cas, a l'air de bien fonctionner puisque les gens te font confiance. Et personnellement, je Ça trouve va. ça logique pour les raisons que tu as évoquées, que tu ne produises pas tes écrits personnels, puisque comme tu Mmh. disais, tu adaptes en fait finalement en fonction du public, de la demande. Donc tes écrits à toi, comme tu disais, tu vas pas écrire comme pour toi, comme tu vas Mmh. écrire pour les biographies. Donc ça me paraît logique. Et on a Kalala qui veut du croustillant apparemment et qui dit, est-ce que Ellie a eu des demandes farfelues déjà? Alors, farfelu, alors j'ai failli écrire pour un médium, si on peut appeler ça farfelu. Bon, ça s'est pas fait puisque j'ai pas dû coller, peut-être à ses attentes. J'y serais allée par curiosité, hein, après tout, pourquoi pas? Mais ça s'est pas fait. Donc c'est je crois la seule chose farfelue que j'ai eu à faire. Après il y a eu des quand même quelques projets où j'ai dit non, mais pour d'autres raisons en fait, qu'on évoquera peut-être, plus tard ou je peux le faire maintenant, mais voilà, ça dépend. C'est toi qui interviewe. Attends, je suis en train est-ce qu'il y aura une meilleure occasion de parler de ça? Je pense que, ah oui, on pourrait peut-être voir ça si tu veux bien dans 5-10 minutes, si ça te va. Allez. Parce que ça va rejoindre une question que je te pose plus tard. Et je voulais aussi savoir par rapport à la perception, puisque tu parlais, notamment de tout à l'heure, tu as eu un biographe qui avait, vécu en Indochine. Est-ce Mmh. que, selon toi, idem, le fait, enfin une biographie peut impacter notre perception d'un événement historique? De façon proche, Heu, dans la famille du biographe ou plus large? oui, pour moi alors j'en suis personnellement intimement convaincue, parce que ça justement par rapport à ce pacte, autobiographique là, où on s'attend à la vérité, on a un témoignage, en fait, précis de ce qui s'est passé. Bien sûr, on vient de le dire que les souvenirs sont parfois imprécis ou peuvent être modifiés, mais en tout cas, l'émotion que la personne a ressentie, ça, elle est vraie. Donc c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, si elle le raconte, c'est que ça s'est passé et que émotionnellement, ça a eu un impact pour elle et que du coup, ben, on le ressent ça, dans la lecture et ça devient vrai. Hem, bah, du coup, ce que ça m'a fait moi d'accompagner ce monsieur qui était qui revenait d'Indochine, c'est que j'ai découvert ce que c'était que la guerre d'Indochine, vu, du côté des personnes qui ont été, rapatriées de là-bas. Et je connaissais pas l'histoire en fait, je connaissais, parce que on m'en a appris quelques bribes au lycée, mais c'est tout. Et donc, pour moi, ça a pris, une importance différente en fait. Qu'il raconte en fait la vie, de colons de là-bas, en Indochine, ben, c'était, «Ah oui, oui, bah, ça s'est passé comme ça, d'accord». Et donc ça a, ouais, un impact je trouve. Et ouais, moi, ça a changé les choses, et je pense enfin, quand on entend, par exemple, le témoignage de Ginette Kolinka, pour, c'est les camps de la mort et cetera, elle l'a vécu. Donc pour nous, ça a une perception qui est quand même, majeure. Et dans la vie des personnes que j'accompagne, qui ont des vies ordinaires, quoi, ben, ça a aussi, des conséquences de raconter, bah, voilà, ça se passait comme ça, et pendant la guerre, et quand j'étais à l'usine et voilà. C'est ça donne une dimension, réelle, quoi. Surtout que enfin, après c'est ma perception des choses maintenant, mais je trouve que la vie actuelle va quand même très, très vite. On passe tout de suite à quelque chose d'autre et là, en fait, on est dans de l'approfondissement. On est sur une vie, on est en train de d'écrire une vie et on est sur quelque chose d'un temps long. Donc on peut s'imprégner et phagocyter les choses, les retravailler pour soi et puis finalement c'est ce qui va se passer pour le lecteur aussi. Il va appréhender une époque, un monde, une société, voilà, différemment quoi. Oui, pour moi, ça a un impact. Mmh. Merci pour ta réponse. Et tu vois, plus je t'entends parler, Ellie, plus je me dis, je repensais notamment à ce viewer qui me disait qu'il voyait beaucoup de personnes âgées de plus en plus vouloir faire ou être aidées pour faire une biographie. Mmh. Et je me disais finalement, cet essor de la biographie, j'aimerais que ce soit encore plus répandu personnellement. Parce qu'il Mmh. y a plein de gens finalement, comme on disait, ordinaires, entre guillemets, qui ont des choses à raconter qui sont vraiment intéressantes, ne serait-ce que comme témoignage historique pour plus tard. Et finalement, vous êtes un peu
pas des historiens, parce que c'est un autre métier, mais vous êtes des témoins pour aider les historiens en tant que biographe. Et je trouve ça vraiment Mmh. intéressant parce que même quelqu'un qui va pas te parler d'un événement historique, il va témoigner de la façon dont on vivait à une certaine époque. Et si en C'est ça. plus, tu as des gens qui racontent des événements historiques, comme tu disais, c'est vrai que ça ne fait pas le même effet d'avoir quelqu'un, d'entendre, de lire le témoignage de quelqu'un, même si tu l'entends en vidéo, qui a vécu quelque chose, que de lire un résumé dans un livre d'histoire. C'est vrai. Mmh. Et c'est pour ça que personnellement, la biographie, j'aimerais que ça prenne encore plus d'essor, parce qu'il y a tellement de gens qui ont des choses à raconter qui seraient intéressantes et malheureusement qui emportent leurs secrets, leur expérience dans la tombe. Mais je crois que je partage avec les biographes la passion et la curiosité, mais pas malsaine, la curiosité pour la vie des gens. Parce qu'on se rend compte en parlant avec les gens et vous devez vous en rendre compte souvent en tant que biographe que les gens, ils ont souvent plein de choses à raconter et qui sont intéressantes. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Ouais. J'avais Julien qui disait par rapport au médium dont tu parlais tout à l'heure, ce qui serait intéressant, c'est la biographie d'une personne décédée par l'intermédiaire d'un médium. Ça serait un sacré projet. C'est vrai, ça serait un sacré projet. C'est Si un jour tu le fais, si Ellie, n'hésite pas à nous le dire. Ça m'intéresserait. Et alors, on va peut-être rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà été confronté du coup à des dilemmes éthiques lors d'une demande de biographie? oui, du coup, oui, oui. Alors on en tant que biographe, moi j'adhère à une charte, la chaque alors il y en a 2, mais elles sont très, très bien et elles sont complémentaires. Je fais partie d'une association de biographes qui s'appelle, Biographicus. On est, une soixantaine de professionnels maintenant et on se raccroche, on s'attache en tout cas à respecter un certain cadre et dans ce cadre-là, il y a notamment le fait que à partir du moment où c'est une biographie où on sent qu'il va y avoir de la diffamation ou un règlement de compte ou que éventuellement la personne va porter un message, peut-être, raciste ou ce genre de choses. On a tout à fait, la possibilité et même, le devoir de ne pas, s'engager là-dedans. Enfin, voilà, c'est notre réserve. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on est biographe, c'est qu'on est co-auteur. Heu Légalement, on est co-auteur de cette histoire-là. Donc s'il y a quoi que ce soit qui se passe, eh ben, on est responsable. Donc il y a des choses, pour lesquelles, je ne suis pas allée, notamment l'histoire d'un monsieur avec son fils, il y avait une histoire de divorce qui n'était pas réglée et l'enfant était mineur, donc j'ai pas voulu, y aller. Heu et puis il est revenu à la charge 2 ans après en disant: «Bah, j'aimerais bien que ce soit vous quand même» et j'ai décliné. J'ai dit: «Non, non, je ne pourrais pas le faire», malgré le bien fondé de sa démarche, mais je peux pas, prendre ça en charge, c'était, trop, voilà, Périlleux? trop Oui. impliquant, périlleux. Heu je me sentais pas de les épaules aussi pour le faire, hein. Je pense qu'il y a d'autres biographes peut-être qui auraient été plus à même, d'accompagner ce monsieur-là. Mais voilà, là pour le coup, je me suis, retirée et il y a aussi une autre fois où une dame, pour le coup, c'était plus, par rapport à des écrits, ça sentait un peu le milieu sectaire et j'ai pas voulu, produire quelque chose qui aurait pu, entraîner des personnes ensuite dans un message ou dans une mouvance, voilà, je j'avais pas envie d'aller, dans cette direction-là. Oui, Donc oui. ce qui s'entend et on voit aussi que quand on te présente un projet de biographie, tu réfléchis aussi aux impacts, pas que sur la personne directement ou sa famille proche, mais aussi plus loin finalement. Puisque tu diffuses, hein, tu contribuerais à aider à diffuser une parole qui peut-être n'est pas toujours souhaitable, comme dans le cas que tu dis là. Donc Bah oui. effectivement, oui, je comprends qu'il y ait ce devoir de décliner. Parce qu'il y a Mmh. une responsabilité aussi personnelle et morale en tant que co-auteur, comme tu disais. Mmh mh. Et Julien Ouais. disait, c'est vrai qu'on ne pense pas au dilemme d'un biographe dans les choix des sujets biographiques. Mais c'est en parlant avec un biographe qu'on s'en rend compte, sinon on est très très loin d'imaginer tout ce qu'ils peuvent croiser dans leur métier finalement. Moi, c'est en parlant comme ça avec Ellie que je me rends compte qu'il y a plein de... Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut se projeter sur des difficultés ou des choses plaisantes dans le métier, mais il y a d'autres cas, bon, comme ceux que tu cites là, par exemple, tu vois, je m'y serais pas attendu.
Alors que, Mmh. non, et puis je suppose, Élie, sans vouloir te porter la poisse, que tu vas en voir encore d'autres, des choses dans ton métier et des cas. Et c'est cette diversité aussi, je pense, qui est si plaisante dans le métier, Ouais, aussi. complètement. Pour rebondir là par rapport à ce que Julien vient de dire et peut-être sa curiosité sur ce que vit un biographe, justement avec nos collègues, de Biographicus, on est en train d'écrire un livre professionnel qui travaille autour des récits d'expériences. Donc on a produit des récits d'expériences, de choses qui nous sont arrivées avec, à la clé, une boîte à outils et puis une manière peut-être d'appréhender les choses, différemment, à l'usage d'autres biographes. Mais c'est aussi très intéressant pour les néophytes de découvrir un peu les coulisses du début à la fin, de la biographie puisqu'en fait, on déroule aussi, ces événements-là, ces récits au cours, de ces différentes étapes dont on a parlé, l'avant-projet, l'écriture, qu'est-ce qu'on fait quand le biographé, décède? Qu'est-ce qu'on fait avec les écrits en question? Voilà, donc ce livre-là devrait sortir en septembre si tout va bien, Tu as chez devancé ma Chroniques question. Sociales. Donc voilà. C'est chronique sociale, tu dis, du coup? En Ouais, chez septembre? Chroniques Sociales, OK, donc c'est un ben, éditeur, lyonnais. alors merci d'en parler parce que je serais, très, très grand je l'irai lire avec grand plaisir. Je trouve que c'est un super projet, super idée que vous avez eue, pour en plus faire connaître, comme tu dis, les coulisses du métier, très, très, ouais, très, très bonne idée, hein, incroyable. Ouais, ça a l'air Ouais, intéressant, ouais. hein, vraiment intéressant. Oui, puis En d'autant que pour le coup, là, on va avoir des écrits, de différents biographes puisqu'on a tous écrit des choses très différentes et puis c'est collectif donc c'est anonymisé, hein, personne ne sait qui est quoi et ou qu'est-ce mais du coup, ça permet aussi de découvrir des écritures de biographes. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas biographe pour quelqu'un? On écrit aussi et donc il y a des formes d'écriture, des styles différents qui sont chouettes. Oui, Voilà. parce que là, pour le coup, on rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, vous écrivez pour vous. Vous racontez pas pour quelqu'un d'autre, Et on c'est vos et on expériences à raconte pour vous. nous. Hein. On raconte C'est pour nous. ça, c'est beau, c'est beau. Et non, non, ouais, OK, alors, septembre, chronique sociale, Ouais, chez Chroniques Sociales. c'est Je chronique j'ai plus le sociale. titre, excusez-moi, j'ai plus le titre là, mais récit d'expérience, je crois que ça commence comme ça. Et vous alors c'est peut-être un peu prématuré parce que vous êtes encore en train de travailler sur ce projet, mais vous pensez peut-être à faire d'autres projets, dans ce style ou vous pensez rester sur un one shot? Alors ça, c'est une très bonne question, en rigolant, on parle souvent du tome 2, hein, donc Ah ouais, non, on l'attend il déjà. y a matière. Mais parce que j'ai voilà, Mais j'allais dire, bon, j'imagine qu'il y a matière quand même. ouais, ouais, le projet est, ambitieux. On travaille tous collectivement dessus. D'ailleurs, je remercie tous mes collègues parce que c'est vraiment un travail faramineux. Mais on est en phase d'aboutissement là, hein. Le livre est vraiment presque au bout là. On tient le bon bout, comme on dit. Donc non, non, c'est un chouette projet, mais c'est vraiment, quand si on y retourne, on saura, ce à quoi s'attendre, quoi. Voilà. Et écoute, j'ai grand hâte de lire ça. Et en parlant alors de biographie, est-ce que, il y en a parmi, tes clients ou parmi tes lectures qui t'ont particulièrement marqué ou inspiré? Des biographies d'auteurs, des biographes plus littéraires, on va dire. Alors j'aime beaucoup Lionel Duroy, qui est un biographe, de personnes célèbres, mais qui a aussi écrit beaucoup sur son histoire personnelle. Donc un peu à la entre guillemets, «à la Annie Ernaux», même s'il faut pas dire ce genre de choses, mais parce que c'est pas du tout son style, mais en tout cas, voilà, il a un travail, sur son histoire et aussi, on retombe sur la sociologie avec un regard sur une époque que j'aime beaucoup. Lionel Duroy, Le Chagrin notamment, là, je crois que c'est le dernier que j'ai lu. Et après il y a Édouard Louis aussi que j'ai lu récemment qui est juste génial, je vous invite vraiment à découvrir son œuvre parce que pour le coup, lui, il travaille sur son histoire aussi. Heu, voilà, plus de l'autofiction, on va dire, mais encore que. Mais vraiment, voilà, Édouard Louis, L'Effondrement notamment, c'est le dernier que j'ai lu, mais il y a aussi, Bonic s'en va, je vais en oublier si, il y a ça. Après, il y a des biographies qui sont plus des biographies, voilà, de personnes, parce que moi j'aime l'histoire de vie, donc je lis aussi des histoires de gens qui racontent leur propre vie et qui sont des personnes, Heu, voilà, le lambda, on va dire. Là, c'était pas tout à fait une personne lambda, c'est une dame qui a été, moniale pendant 40 ans dans un cloîtré quoi et qui du coup est sortie, et voilà, ça s'appelle «Métamorphose», c'est Catherine Draveil et je trouve que bon, c'est pas entre guillemets «de la grande littérature», mais j'ai aimé que son histoire, voilà, se sorte de cette manière-là.
Alors c'est dans vrai dans ce que qui m'a marqué. ça doit être intéressant à lire parce que j'imagine que ce n'est pas une vie, une expérience qu'elle relate qui est vraiment commune, en tout cas, C'est tu ça. vois? Donc je comprends que ça t'ait intéressé et j'étais en train de me dire, tu disais que tu avais, toujours, beaucoup, d'attrait pour, comme ça, Mmh. la vie, des autres, puisque tu es devenu biographe d'ailleurs et est-ce que tu lis plus de biographies maintenant que tu es toi-même biographe? Ou tu en lisais déjà, avant? Parce que tu disais que Non, tu non, étais j'en lisais avant. t'en lisais avant déjà, même sans vouloir toi-même être biographe, puisque tu disais en début d'interview que c'était pas ce qui t'intéresse spécialement quand on a fait nos études. Et finalement, tu y es venu quand même petit à petit, mais tu lisais déjà avant des biographies, même sans vouloir toi-même partir dans ce domaine-là. Oui, mais alors je lis. En fait, je lis tellement de choses qu'en Tu lis fait, tout, tout ce qui te passe par la main, je lis paf. tout ce qui se passe. Crac. Et maintenant, j'ai aussi découvert les podcasts, du coup, alors là, je vous fais une petite promo, les pieds sur terre à 13h30 tous les jours, sur France Culture. Pendant une demi heure, vous allez entendre parler de vie de gens tout à fait ordinaires qui ont des choses extraordinaires à raconter et franchement ça, je le déguste. Voilà, donc j'écoute aussi des podcasts, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant et nourrissant de j'apprends, en fait, de la vie des autres. Donc je me forme en lisant et en écoutant, comment les personnes, transforment leur vie, en fait. Et je pense Alors que... comment j'y suis venue? Ah vas-y. Alors juste, je pense que, petit aparté, je crois que Kalala a le titre du livre qui va sortir, La biographie racontée par les biographes, retour d'expérience et guide pratique. C'est bien ça. Merci. Merci Kalala. Et donc oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais te dire le titre avant qu'on passe complètement à autre chose. Ouais. Tu disais du coup, excuse-moi. Comment je suis venue à la biographie? Avant, j'étais assistante de direction. Vous allez me dire: «Ça n'a rien à voir», sauf que c'était quand même de l'assistance, hein. C'était aider les gens, voilà, en entreprise. Et puis je suis partie, 3 mois vivre, au Burkina Faso en 2013-2014 et cette expérience-là a été fondatrice, en fait, pour, passer à autre chose et à faire quelque chose, de constructif, qui soit pas, voilà, de l'apport, ponctuel en entreprise de quelque chose que je sais faire, quoi. Et et surtout parce qu'à ce moment-là, j'ai écrit un blog, pour tenir, informés, les gens en France, enfin ma famille, de ce qui se passait parce que c'était assez, ça les déstabilisait un peu cette histoire, je pars comme ça en Afrique 3 mois, avec mon compagnon puis, bah, c'est dangereux l'Afrique, hein, on a des représentations donc voilà. Et il y avait déjà à l'époque, les mouvements, dans le Sahel, qui étaient, compliqués donc les gens avaient peur. Donc j'écrivais un blog tous les jours, je racontais ce qui se passait et cetera. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai, un des personnes avec qui, je travaillais qui me dit: «Oh là là, mais tu devrais écrire un livre, c'est trop bien, franchement, tu écris bien» et cetera. Donc je me suis dit: «Bah, peut-être que c'est une voie» et finalement, comme je suis, rentrée, du Burkina, j'ai atterri en France et j'ai pas compris, en fait, vraiment ce qui se passait dans cette société-là. Je me suis dit: «Mais l'autre était vraiment mieux» et ça a vraiment, créé quelque chose en moi qui a nécessité que je me pose, que je décide un peu ce que j'allais, faire pour, le restant, de mon existence. J'avais 40 ans à l'époque. Donc du coup, je me suis dit: «Voilà, je vais réfléchir un peu» et j'ai fait un bilan de compétences et je suis tombée, par hasard lors d'un repas sur quelqu'un qui disait: «Ah mais j'ai une amie qui fait des biographies». Je fais: «Biographie, c'est quoi ça?» Et j'ai commencé à chercher et c'est comme ça que je suis rentrée ensuite, à la Sorbonne pour, devenir écrivain public, parce que j'avais besoin d'une formation qui assoie un peu, tout ça, que ça me mette un cadre, que je me sente un peu légitime dans ce nouveau métier. Donc je te disais, c'était pas quelque chose que je voulais faire au départ, hein, la biographie en soi. Je voulais vraiment avoir, un panel d'actions autour de l'écriture pour autrui. Mais en fait, tu vois, c'était déjà en germe, quoi. Il y a le côté, voilà, raconter, des histoires, aussi la mienne quelque part, mais au départ, puis ensuite celle des autres, voilà. Eh, merci beaucoup, Ellie, puisque c'est vrai que je me rappelle, tu nous avais un petit peu parlé de ton voyage au Mmh. Burkina et c'est vrai que ça devait être aussi, une très belle expérience et finalement, c'est marrant de voir, tu parlais tout à l'heure un petit peu des pièces du puzzle qui s'assemblent dans Mmh. la vie et on voit que ça a été ton cas aussi. Les pièces du puzzle se sont assemblées petit à petit pour t'amener jusqu'à ce métier que tu exerces aujourd'hui. Excuse-moi, je n'arrive plus à prononcer les les sonorités un peu dures et donc bon, on voit aussi, ton parcours, comme ça, qui se dessine au fur et à mesure et
Je pensais aussi, est-ce que, dans les biographies pour l'instant que tu as écrit, il y en a une ou plusieurs qui ont été particulièrement dures pour toi ou plus dures que les autres? Est-ce que tu as Mmh. déjà éprouvé des difficultés particulières, Alors celle qui m'a peut-être le plus questionnée, c'est celle que j'ai faite avec mon père parce que du coup, c'est quand même assez, ça pose question par rapport à la distance professionnelle. Mon père était aussi en fin de vie, donc il y avait, une émotion encore plus importante d'être, voilà, de faire rapidement, pour qu'il puisse lire son livre et puis finalement quand même arriver à poser mon cadre, heu parce qu'il voulait pas le faire avec quelqu'un d'autre, hein, donc je j'avais pas tellement le choix. Il t'a pas laissé Il le m'a choix, c'est dit: ça? Il voulait «Non, toi? non, ça c'est mon père, quoi, c'est voilà, c'est comme ça». Mais finalement, c'était chouette, ça m'a quand même, du coup, demandé d'avoir quand même une distance, d'arriver à mettre cette distance ou de du coup questionner la distance. Voilà, de questionner la distance. Qu'est-ce que je suis capable d'entendre? Enfin, en tout cas, moi, je lui avais mis le cadre, je ne veux pas qu'on parle de mon enfance, notre enfance en tant qu'enfant avec mon frère et ma sœur et notre relation avec lui finalement. Ça, je voulais pas que ce soit, abordé pour, que justement je garde cette distance professionnelle, qu'il me raconte en fait ce qu'il était, dans son enfance, dans sa vie professionnelle et mais pas que, du coup, ce que nous, en tant qu'enfants, on a fait quand, enfin, on est arrivé dans sa vie en fait. Je voulais pas qu'on en parle en fait. Par pudeur peut-être aussi pour pas que ce soit diffusé après, parce qu'il avait quand même, bon mon père est d'une famille de 17 enfants donc en fait on a une très, très grande famille. Ce qui fait que je savais que le livre serait aussi, diffusé à grande échelle pour le coup et donc je j'avais pas forcément à cœur de que cette dimension-là soit abordée. Donc on en parlait tout à l'heure, pour d'autres, hein, en disant: «Mais les réticences». Ben moi les réticences elles étaient que je voulais pas, que ma vie, avec lui ou les relations que je pouvais avec mon père et mes frères et sœurs soient étalées, dans un livre, voilà. Donc je connais les réticences pour moi, je peux imaginer ce que ça fait à d'autres que du coup leurs parents parlent de la vie, qu'ils ont pu avoir ensemble, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là aussi. Mmh. Et en plus, dans le cas de la biographie de ton père, c'est vrai qu'on parlait tu parlais de la distanciation aussi, notamment émotionnelle. J'imagine que Mmh. ça doit être difficile aussi de recueillir comme ça le témoignage d'un proche. Et en plus de savoir le traiter derrière avec objectivité. Mais c'est vrai que oui, faire la biographie comme ça de ton papa a dû être une expérience marquante. Ouais, Mais complètement, ouais. s'il voulait que ce soit toi, c'est que c'était super important pour lui, quoi, donc Oui, complètement, mmh. oui, oui. Donc il avait confiance dans le fait, que j'arrive à mener ce projet à bien, avec lui, quoi. Donc non, non, c'était une belle marque de confiance, hein, je l'ai Ah pris oui. comme ça aussi, vraiment. Mais c'est vrai que, voilà, par rapport à nos relations, heu, ça pouvait être un petit peu, fallait mettre le cadre, quoi. Je repense au fait que ce soit diffusé, dans une grande famille. Oui, j'aurais peut-être quelques réticences aussi, du coup, et tu réfléchis à ce que tu dis, à comment tu le dis, il y a aussi, peut-être les sensibilités des uns et des autres à ménager. En tant que biographe, tu dois aussi réfléchir. Ça te fait un double travail, finalement, en tant que biographe. Tu dois aussi réfléchir à la façon dont les gens de ta propre famille vont recevoir la Oui. production. Mmh. Alors, j'avais un précédent parce que j'ai écrit, aussi la vie de ma tante, puisque du coup sur 17 ça m'a quand même beaucoup à Tu la raconter. biographe familiale, ça y est, Quasiment, ouais. Du coup là, c'était l'ancêtre de la famille, c'est la sœur aînée de mon père, donc c'était hyper intéressant. En plus, c'est une personne qui avait, une mémoire qui a une mémoire, parce qu'elle est toujours de ce monde, une mémoire phénoménale des dates, des noms de famille, des noms, des prénoms et cetera, des liens entre les uns et les autres, vraiment très, très intéressant. Mais c'est que ce qui a été questionnant, c'est qu'en fait, sa manière de voir, les la vie de la famille, puisqu'elle voulait écrire, une histoire de la famille, ne collait pas forcément avec les souvenirs des autres. Et notamment mon père m'avait dit: «Mais il va falloir rajouter un addendum parce que là, c'est pas juste, c'est pas vrai ce que tu as raconté». On en parlait l'autre fois, tout à l'heure, de cette histoire de vérité. Mais on avait mis avec ma tante un préambule, hein, vraiment explicatif et puis quand on a présenté le livre à la famille ensemble, on a vraiment, aussi, mis beaucoup, beaucoup de guillemets, enfin expliqué les choses. C'est sa vision de l'histoire de la famille et qu'il y a pas, il y a pas de problème
écrire une autre version de la famille, surtout quand on a 3 ans de moins ou 10 ans de moins et qu'on n'a pas perçu les événements de la même manière. C'est encore plus intéressant peut-être d'avoir encore un autre point de vue et une autre version. Donc on avait quand même, bien mis, un avertissement, heu et à l'oral et à l'écrit en disant: «Voilà, c'est comment j'ai vécu les choses, comment je perçois les choses, comment je m'en souviens et peut-être que d'autres personnes, auront une autre version différente», quoi. Voilà. Tu ne leur as pas proposé un droit de réponse, à l'écrit? Pour continuer, dans la lignée, biographie familiale, Non, non, Bon! mais vraiment ça appartient à chacun, de cette volonté d'écrire sa vie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. Donc voilà, c'est une possibilité, mais ça reste vraiment propre à tout un chacun, quoi. Oui, à chacun. Et tu vois, le fait qu'on parle comme ça de cette expérience que tu as eue en tant que aussi biographe de certains membres de ta famille, ça me fait forcément me demander, est-ce que tu penses qu'une biographie peut vraiment capturer l'essence d'une personne, ou est-ce que c'est juste forcément une interprétation partielle de ce qu'est la personne, ou de ce qu'elle a été? Tu as 4 heures. Pardon. Heu, hem, est-ce qu'on sait soi-même qui on est vraiment? Tu vois? Donc on va se dire ou se raconter à un moment précis de sa vie et faire un bilan peut-être à ce moment-là, mais l'année suivante, une fois que le livre sera écrit, on sera différent. Est-ce qu'on aurait écrit vraiment le même livre? Heu, donc l'essence d'une personne, on peut peut-être s'approcher, on peut donner, des grandes lignes, on peut laisser deviner qui elle était et c'est un peu l'idée, de d'écrire ce livre-là quand on fait une transmission. Pour qu'il y ait une trace, pour qu'on puisse s'identifier, pour qu'un enfant, un petit enfant puisse dire: «Ah bah ouais, mon grand-père, il était comme ça, moi aussi j'aime les voitures, lui il était fanat de il a fait des courses de ah moi aussi je vais en faire» ou bah, c'est marrant parce que j'ai eu les mêmes envies, il y a plein de choses qu'on peut croiser, mais est-ce qu'on a vocation à aller saisir l'essence, de la personne et à aller creuser, aussi loin? Je ne sais pas. Alors, une question un petit peu plus juridique. Tu disais tout à l'heure que tu étais co-auteur, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je fronce mes yeux. Ah non, non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est pas Euh, mon domaine. non, non, mais j'en suis consciente, t'en fais pas, mais c'est une question aussi qu'on m'a demandé de te poser. Et elle vient d'un auteur que je ne dénoncerai pas qui est parmi nous. Mais tu disais tout à l'heure que tu étais co-auteur, donc tu avais comment dire, les droits moraux partagés sur l'œuvre produite au final. Et on m'a demandé de te demander, est-ce que les droits patrimoniaux, eux, sont aussi partagés avec le biographe, enfin les droits d'auteur en fait, est-ce qu'ils sont partagés avec le biographe? Alors, oui, quand on se dit qu'on est coauteur, on comprend le droit moral et le droit patrimonial. On est coauteur, on voilà. En revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas céder, c'est le droit moral. Donc ça, pour le coup, je peux rien y faire, même si la personne, entre guillemets, à un moment donné, ne veut pas avoir à faire avec moi, même si elle voit un éditeur, l'éditeur lui dira: «Mais voilà, vous avez coécrit, i qu'est-ce qu'on fait avec, l'autre auteur? Enfin, c'est pas possible de faire sans». En revanche, le droit patrimonial, lui, on peut le céder. C'est ce que je fais. Je J'ai un contrat de cession, de droit d'auteur. Comme ça, je voilà, c'est comme ça les choses sont claires, quoi. Le livre appartient à la personne. Si jamais un jour elle veut, en faire quelque chose, je ne prendrai pas, 20 centimes par livre, ou ce genre de choses. Ça m'intéresse pas. Oui, tu lui cèdes complètement, voilà, les droits, Complètement, ces droits-là. ça ne m'intéresse pas. Et alors, je pense deviner la réponse, mais je voulais quand même te poser la question. Est-ce que les biographies lisent systématiquement avant l'impression comment tu procèdes en fait? Tu leur fais, une fois que tu estimes que c'est terminé, tu leur présentes la maquette? Vous faites peut-être Oui, des corrections ensemble et oui, ouais. oui, oui, oui. Bah, oui, oui, parce que c'est sa responsabilité aussi. C'est moi qui ai mis les choses dans le livre, mais bon, c'est lui qui signe. Ah, la personne, c'est son nom qui est sur le livre, c'est pas le mien. Oui, il y a ça qui est important aussi à dire. Je ne co-signe pas les Oui, livres, que j'allais je dire, ah, justement, tu ne co-signes pas, tu ne non, co-signes non, même pas du coup. c'est Ok. non, non. Après, parfois, il y a une mention, quand les personnes, le souhaitent, voilà, il y a une mention dans le livre en disant: «Écrit en collaboration avec, Ellie».
Mais c'est pas systématique, je le réclame pas et puis, je n'ai pas vocation forcément à ça non plus. C'est des livres qui sont des livres à destination, des familles donc heu, qui sont destinés à être lus, dans un cadre familial et moi je j'ai pas à voir là avec ça. J'ai, je crois 2 ouvrages encore, de personnes qui ont bien voulu me laisser, leurs livres, mais tous les autres, en fait, je n'ai aucun exemplaire des ouvrages que j'ai produits avec elles. C'est leurs livres, donc voilà, je n'ai pas trace, physique, quoi. Tu n'as pas de traces physiques et oui, Non. du coup, Julien, ça m'étonne aussi, merci Ellie, tu ne co-signes pas les livres, tu es juste mentionné et encore pas tout le temps d'après ce que j'ai compris, hein. Parfois Oui, tu es oui. Mmh, mentionné et d'autres fois non. mmh. Ah d'accord, tu vois, j'aurais pensé que tu allais, quand même, mais oui, d'un côté, je comprends aussi ta position et dans Non, le je cas suis d'une écrivain public, biographie, oui, voilà. Oui, c'est un ça. écrivain public, il signe pas le courrier à la place de la personne, Ouais et donc oui, il est derrière la personne qui lui a demandé d'écrire, son nom est derrière aussi, du coup, c'est logique. Alors, on arrive sur la dernière question, Ellie. ah déjà? Si je oui, 19h35, mais c'est passé très vite, hein, c'est passé très, très vite, mais après, bon, ça m'étonne pas, je savais que ça allait être très intéressant. Si jamais vous avez des questions et d'ailleurs, Kalala, si c'est on a une. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si c'était pour une publication avec un éditeur reconnu, est-ce que tu y réfléchirais? Pour les droits patrimoniaux. Ou peut-être Kalala, ou est-ce que tu parles aussi pour la co-signature Kalala ou les droits patrimoniaux? Je prie pour les droits patrimoniaux du coup, mais peut-être les deux, ou tu peux répondre aux deux si tu sens, Ellie. Alors ça dépendrait de l'avis de la Les personne, deux. je pense. Ouais, je regarderai ça de près. Oui, pourquoi pas, mais la question s'est pas encore trop posée, donc non, là, franchement, à chaud comme ça, je dirais peut-être je réfléchirai en fonction de l'intérêt de la vie de la personne, mais j'ai pas tellement envie de «m'embêter» entre guillemets avec ça. C'est Oui, oui, que ça fait pour d'autres moi, démarches, hein. vraiment mon métier, c'est écrire pour les autres et j'ai pas forcément envie, d'être associée à, quelqu'un à une ouais, je sais pas. C'est vrai que la question pourrait se poser, mais non, ça Alors, le jour où Beyoncé te demandera de faire sa biographie, peut-être qu'on en reparlera, Ellie, du coup. On en reparlera peut-être à ce moment-là et tu te diras peut-être c'est ça. finalement, Chris, Kalala, je dois vous dire quelque chose. Mais on sait jamais. En fait, bon, peut-être pas Beyoncé, mais on sait jamais ce qui peut arriver. La vie est tellement pleine de surprises. Peut-être qu'un jour, tu feras la biographie de quelqu'un de célèbre ou pas. Mais Ah oui, tu as bah raison, oui, la oui. vie est tellement pleine de surprises, comme je dis tout le temps, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc on ne sait pas. Et la bio de Chris. Alors. Peut-être un jour, peut-être. J'avais déjà pensé en plus à solliciter Ellie, pour tout vous dire. Mais pour des sujets. Enfin, je n'ai pas la biographie, enfin, je n'ai pas l'expérience de vie de Beyoncé ou de je ne sais qui. Mais j'avais déjà pensé aussi, Ellie. On en reparlera peut-être un de ces jours, mais Bah écoute, j'y avais déjà pensé, figure-toi, Julien. Ah, et justement, Ellie, du coup, notre dernière question. Est-ce qu'il y aurait des projets de biographie? Tu l'as un petit peu dessiné tout à l'heure, tu l'as un petit peu rapidement évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des projets de biographie sur lesquels tu aimerais travailler et qu'on ne t'aurait pas encore proposé? Des thèmes peut-être que heu, tu aimerais explorer ou des profils que tu aimerais raconter? non, non, je reste ouverte à tout sujet en fait. Je fais pas un appel à texte, ni un appel à vie, Un appel à particulière, vie, c'est vrai que ça serait beau. «Vous avez une vie très, très originale, venez me voir». Non, en fait vraiment, je c'est ma philosophie de vie, hein, enfin ma philosophie de vie, oui et vraiment ma manière d'aborder mon métier. Je pense vraiment que en fait, entre guillemets, «l'univers m'apporte les projets, dont j'ai besoin ou pour lesquels je peux être utile». Donc si, ben, j'ai un projet qui arrive, je le prends, avec curiosité et intérêt en me disant: «Mais s'il arrive, c'est qu'il y a quelque chose que je dois faire pour ce projet-là». J'ai quelque chose à apporter à cette personne ou j'ai quelque chose à apporter à cette famille, ou peut-être, à voilà, dans cette histoire, j'ai quelque chose à faire et donc j'y vais. Donc je suis plus dans une position d'attente. Alors, vous voyez, je fais je fais ma «promotion» entre guillemets, je vais aller j'ai mon site internet, j'ai des articles de presse et cetera. Je vais quand même aller vers les gens pour dire: «Voilà, j'existe, je peux vous accompagner». Mais en l'occurrence, je laisse la porte ouverte à ce qui va arriver. J'ai fait des accompagnements enfin, j'en ai peut-être déjà parlé, mais j'ai accompagné certains types de personnes. Au départ, c'était vraiment des personnes âgées. Ensuite, ce sont des personnes qui avaient des profils,
de vie qui étaient, avec des violences, particulières et je me retrouve avec ça, en fait, et à chaque fois, c'est à nouveau, des projets, différents, donc je pense qu'il y a quelque chose. Ces personnes viennent me chercher, je sais qu'il y a d'autres biographes qui vont aller travailler sur d'autres types de projets. On n'a pas tous le même client, en fait. C'est pour ça que, heu, on enfin moi je travaille très bien avec, mes collègues biographes parce que je me ressens vraiment comme ça. On a tous nos personnalités et les clients qui viennent nous voir, par rapport à quelque chose, de spécifique, qu'on génère chez eux ou qu'on évoque, voilà et qui va faire qu'on va travailler ensemble. Donc on n'est pas concurrents, enfin, on a des spécificités et on vient nous voir. Donc voilà, j'attends j'attends les projets. Mais mais voilà, je suis plutôt curieuse moi, j'ai pas de volonté, affichée, voilà, il y avait une histoire, qui m'avait plu, ce monsieur qui racontait, son parcours. Je me dis: «Mais ça devrait faire un livre parce que ça peut être utile à des gens». Mais sinon non, je vais pas forcément aller, vers des projets, quoi. Tu es dans une position, d'accueil, jusqu'au bout finalement où comme on disait tout à Oui, l'heure, tu accueilles ce qui vient, sans spécialement aller le chercher plus que ça c'est ça. et Enfin, c'est une position, qui s'entend aussi. de la même manière, quand on est en entretien, heu, la personne me raconte, c'est son récit. Je vais aller chercher des éléments, mais moi je vais pas aller gratter, enfin je vais aller chercher des choses dont j'ai besoin pour que le récit soit cohérent, construit et cetera. Mais j'ai pas de curiosité malsaine. Je vais pas aller entre guillemets, heu, gratter des choses qu'elle a pas envie de me dire ou aller, la provoquer. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je suis là pour au service. Donc, elle me confie des choses, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute active, donc je vais aller entendre des choses où peut-être elle a besoin de dire, mais en l'occurrence, si elle ne me donne pas son nom de famille ou si elle me donne pas je pense à un monsieur là pour lequel je dois rédiger un discours, ce monsieur pour le moment je sais juste son prénom, je ne sais pas son nom de famille. Mais en fait, je ne vais pas aller lui demander, pour lui c'était pas important de me le donner au départ, de notre relation et ben, j'ai pas besoin de le savoir. Pour faire ce discours avec lui, j'ai pas besoin. Un monsieur m'a sollicité une fois pour écrire des lettres d'adieu à ses filles. Il est venu me voir, il m'a raconté ça. Je j'ai écrit pour lui ces lettres et il les a recopiées, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je suis pas c'est pas de la curiosité malsaine. Être biographe, c'est vraiment, être dans une écoute de l'histoire de l'autre et voilà. Et alors, en parlant des entretiens, ça me fait penser à une question que je voulais te poser et que j'ai oubliée en cours de route, Ellie. Par rapport aux entretiens, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais, je sais pas si tu te rappelles de mon compatriote corse, professeur à la Sorbonne, avec qui on avait étudié notamment les entretiens non directifs. Est-ce que du coup, tu Ouais. fais plutôt donc un entretien non directif pour vous résumer, pour ceux qui seraient pas trop au fait de ce genre de concept, c'est un thérapeute ou quelqu'un qui va recueillir la parole, un écrivain public par exemple, heu, que vous allez voir pour, une demande et quelqu'un qui va faire un entretien non directif, il va vous laisser parler. Il va pas spécialement essayer de vous tirer, les vers du nez, vous questionner, il va attendre que ça vienne et des fois ça peut être perturbant quand on n'est pas habitué à ce genre de choses-là, ça peut être très perturbant. Il y a des gens qui vont faire plutôt des entretiens semi-directifs, ils vont aiguiller un petit peu mais pas trop, pour pas influencer. Comment est-ce que toi, en tant que biographe, du coup, tu gères ça? Plutôt entretien non directif ou tu essaies de de Ça dépend des personnes. ça dépend des personnes? OK. Ah oui. Oui, oui, oui. Il y a des personnes où je suis vraiment dans la conversation, et pour le coup, ça les aide parce qu'elles ont besoin de ça pour, pour dire, quoi. D'autres, racontent, j'ai pas besoin de dire grand-chose parce que tout est déjà construit, elles ont leur petit plan, enfin, elles savent déjà ce qu'elles veulent dire, et moi, je vais aller juste poser des questions pour aller avoir, des informations complémentaires qui vont m'aider dans le récit, une date, un lieu, une rencontre, «Mais pourquoi telle personne là? Mais vous m'en aviez déjà parlé, est-ce que c'est la même?» et cetera. Voilà, des choses pour affiner la compréhension des choses. Heu, mais non, enfin, ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment, après je peux m'aider de supports. Il y a les photos qui sont vraiment, super intéressantes pour, voilà, pour rentrer en lien, pour avoir, des éléments en plus ou des objets. C'est ça que souvent je vais quand même enfin souvent, pour le moment ça s'est quasiment toujours passé comme ça là. Je vais recevoir un monsieur,
d'une autre manière, mais je vais au domicile pour a aussi avoir l'environnement, pour avoir, des éléments, de de d'accès à son histoire autre, parce que l'environnement donne aussi des éléments, heu, de non-verbal, de choses qu'on ressent et qu'on va pouvoir peut-être aller exploiter. Mais, voilà, je reste, voilà, à ma place quoi, on va dire, Et c'est encore, là où je suis. beaucoup d'adaptations finalement, tu t'adaptes encore. Le biographe Ah s'adapte, ouais, c'est caméléon, c'est caméléon, c'est j'allais dire oui, mmh, vous me faites penser à des caméléons, finalement, quand mmh, parce qu'après vous avez tellement de sortes de publics différents, d'histoires de vie différentes, mmh, ça demande une bonne capacité d'adaptation, même au niveau, comme tu disais tout à l'heure, du style. Tu ne vas pas écrire la même chose selon le récit de vie, qu'on te mmh. confie d'une personne à l'autre, donc non, c'est vraiment un métier que je trouve riche et qui nécessite, quand même, pas mal de faculté, oui, d'adaptation et vraiment, bravo et merci, de faire ce métier qui est, vraiment, vraiment utile et merci d'avoir pris, quasiment, 2 heures pour nous, Ellie, pour venir nous le présenter. Bah, merci C'est à vous. passé très, très vite. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Ellie? Peut-être une question que je t'aurais pas posée, que tu aurais aimé, ou quelque chose que tu aurais voulu Heu, rajouter, non, je crois qu'on a fait quand même le tour On là, a quand c'était même une fait bien le bien beh, au cas où, on ne sait pas, on ne sait pas. Et bravo Ellie, je suis d'accord qu'elle a la bravo Ellie, bravo Ellie, aussi Rosa. merci, merci à vous. Et merci à vous, d'avoir, suivi l'interview et d'avoir, posé des questions à Ellie. Et merci Julien qui dit que le live était très intéressant. J'avais vraiment hâte de vous présenter Ellie et qu'elle vous présente aussi ce métier méconnu et qui pourtant, gagnerait à être encore plus connu. Donc, Mmh, bon voilà, on n'oublie pas, alors j'ai plus le titre en tête, mais je le retrouverai, grâce aux commentaires. On n'oublie pas le livre qui sortira écrit, par, si j'ai bien compris, les professionnels de Biographicus, si je le tout prononce à bien, fait, en c'est ça, septembre chez l'éditeur Chronique Sociale. tout à fait. Merci, Je vous en reparlerai sans doute. Je vous en reparlerai sans doute ce parce que je serait dirai chouette. avec grand plaisir. Eh bien écoute Ellie, je te libère, merci beaucoup à toi. Et Merci à puis, vous. beh, j'espère, à très bientôt Ellie, pour d'autres aventures et surtout si tu fais la biographie d'une personne décédée à travers un médium, pense à nous. Pense à nous, on veut savoir Si pour si j'ai l'expérience. quelque chose, oui, de ce genre-là, je vous ferai part. Eh ben, merci beaucoup Ellie et merci à vous. Je te rejoins dans un instant Ellie en vocal pour Ça papoter un marche. peu. Je vais couper le live. Donc merci encore et je vous dis à tous à très très bientôt. Je reprends peut-être, je vais aller manger aussi après avoir un peu discuté avec Ellie. Je vais aller manger. Peut-être je reprendrai le live tout à l'heure ou sinon ce sera demain à 16 h. À plus tard tout le monde. Merci, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Belle vie.